Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Toumoua, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote les Olapangui, bienvenue à cette nouvelle émission, en fait, à cet épisode aujourd'hui de notre série Malonghi et la deuxième partie que nous avons partagée aujourd'hui de l'émission qui a commencé la semaine dernière sur les miroirs. Bienvenue à Papa Sébastien et à Maman Karen. Beauté à vous. Beauté, maman. Beauté. Beauté. Pangui. Ah oui, nous voilà aujourd'hui de retour. Aujourd'hui, je crois que nous sommes tous prêts. Partager les liens, partager pour soutenir la connexion. Aujourd'hui, ça va déménager comme la semaine dernière, où nous avons été choqués par tout ce que nous avons appris sur les miroirs. Ce que nous utilisons comme déco dans nos maisons, ce sont des portails et voilà, nous nous faisons nous-mêmes astraliser. Donc, franchement, maman, qu'est-ce que vous en pensez? Beauté à tous, beauté à toutes, beauté à toute la communauté Kimuntu. Ce sujet des miroirs nous permet aujourd'hui effectivement de voir que ces petits objets dans nos maisons sont pas du tout anodins. Et dans l'introduction, nous avons vu le côté, on va dire, iséphétique du miroir, comment les Moloki peuvent l'utiliser. Mais j'ai hâte de voir, d'apprendre comment les miroirs peuvent être utilisés de manière mathématique et surtout comment ils peuvent nous être utiles pour nous et pour aider la communauté. Voilà. Matondo, Papa Sébastien. Beauté, Maman Karen. Beauté, maman. Beauté à toute la communauté.
Ah oui, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Ah ouais, comme ça, c'est magnifique. Matondo, en tout cas, d'être présent avec nous aujourd'hui. Matondo. Hmm. Ah oui, comme Papa Sébastien l'a dit, hein, nous avons hâte de savoir parce que aujourd'hui, on ne peut même plus se défaire des miroirs. On les a partout. Ce qui les rend incontournables aujourd'hui. Donc, il faut savoir comment mieux les utiliser ou bien comment se protéger au vu du danger qui nous entoure au quotidien. Parce que dans les voitures, je ne connais pas, c'est rare, c'est presque impossible de voir une maison sans miroir parce que c'est impensable dans la salle de bain, par exemple. Hein, pour brosser les dents, pour faire tout ce qu'on a à faire. C'est pratiquement presque impossible de penser aujourd'hui une maison sans miroir. Et même si on ne les avait pas dans la maison, on les a dans toutes les rues, dès qu'on sort, dans les magasins, dans les entreprises, partout. Donc, maintenant, comment s'en sortir avec cette situation, en fait, en tenant compte de toutes ces connaissances que nous avons reçues la semaine dernière. Sans plus tarder, nous allons inviter notre Toumoua qui va continuer, en fait, hein, parce que là, c'était juste une introduction. Et aujourd'hui, il va finir l'introduction et commencer et entrer dans le sujet. Mbote à toi, papa. Mbote à vous, Champangui, hein, Mbote à tous les Pangui, partout où vous êtes sur la terre, hein, ça fait plaisir d'être là. Mbote Maman Simo, Mbote Papa Sébastien, hein, Papa Sébastien, Mbote à Hey, toi. Maman Karen, toujours au poste, Matondo à vous, au couple multidimensionnel, Zola à tous les Pangui. Effectivement, Maman Simo, aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous allons poursuivre avec notre partie concernant les miroirs. Et je pense que cela va permettre à beaucoup d'entre nous de prendre conscience des enjeux concernant les mystères des miroirs, parce qu'aujourd'hui, nous en avons partout, mais à l'époque des anciens, les miroirs étaient réservés aux initiés. C'est pour cela que, chers Olampangui, nous devons être conscients que c'est par les miroirs que les anciens Égyptiens pouvaient éclairer les temples. Vous voyez, donc ils canalisaient l'énergie solaire à travers différents miroirs, ils transmettaient information à information, lumière, 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 miroir par miroir, pour éclairer les temples. Vous comprenez la perception qu'avaient les anciens déjà du soleil et comment le soleil était canalisé par l'énergie du miroir pour les faire circuler dans les temples anciens. Donc, ça veut tout dire en fait. C'était quelque chose, c'était un élément très important de la tradition. Aujourd'hui, ça a été placé partout parce que, chers Olampangui, notre planète, notre réalité est sous contrôle. Je vous l'ai toujours dit, nous vivons en quarantaine, hein, c'est-à-dire que la Terre est une planète sous contrôle iséfétique, dominée par des forces shintaoriques, et depuis des milliers d'années, l'humain est devenu une nourriture pour des forces dangereuses, des forces astrales, des forces démoniaques, comme on l'appelle aujourd'hui. Vous savez, c'est très important de le souligner. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a parfois l'illusion de penser que nous vivons dans une réalité d'amour, nous vivons dans une réalité de paix. Non, le Nza est sous contrôle. Et pour contrôler le Nza, il fallait ouvrir des vortex, il fallait ouvrir les Singini. Et les Singini Champangui a été utilisé avec la technologie des mystères des miroirs que les Iséfétiens utilisent pour avoir accès à nous sans pour autant nous demander la permission. Parce que dès lors que tu as accès au miroir, cela veut dire que tu as ouvert les portes. Mais il faut fermer les portes. Tu peux les fermer, tu vas avoir un miroir, mais non activé. C'est pour cela que nous devons comprendre ça. Vous savez, souvent lorsqu'on est dans le boulot métro dodo, on oublie que dans ce monde, il y a des esprits. On oublie que dans ce monde, il y a des forces supérieures. Pour ceux qui s'intéressent à la religion chrétienne éthiopienne, hein, vous savez, hein, à la Libéla en Afrique, vous allez voir que l'Éthiopie détenait ou détient un livre unique, un texte ancien qui est aujourd'hui un peu vulgarisé dans le monde, mais qui vient de la tradition éthiopienne primordiale, le livre de celui qu'on appelle en effet le livre de Noé. Et c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, le livre de Noé. Bon, il est clair que lorsque vous lisez des tels livres comme le livre de Noé et que vous avez une vision
éthiopienne des choses, vous allez comprendre que notre monde a toujours eu des forces occultes, des forces supérieures. On a eu des contacts avec des êtres d'autres dimensions. Noé l'explique en détail dans ses textes, même si l'Église chrétienne n'a pas retenu ce livre. Le livre a été banni, mais dans les livres chrétiens, dans les livres des chrétiens d'Éthiopie, oui, on a encore le texte, le livre de Noé, que l'Occident n'a pas voulu intégrer parce que les Shintaori avaient déjà le contrôle du système. Ils ne peuvent pas accepter d'être dévoilés devant la face de l'humanité, alors que sur le continent africain, le christianisme orthodoxe éthiopien, par exemple, détient certains documents comme le fameux livre de Noé, où l'on parle des forces supérieures. Et ces forces supérieures, chers Olampangui, traversaient le temps à travers les miroirs. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'aller chez toi, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta vie, dans ton salon, dans la vie de ta famille, tout simplement à travers les miroirs. Pourquoi? Parce que tu l'as autorisé. Pour toi, le miroir, c'est un instrument de beauté, c'est un instrument pour se mirer. Pour les énergies, c'est un vortex, c'est un cycléné, c'est une porte stellaire, une porte qui permet aux forces de l'astral d'y accéder. Pas seulement les forces de l'astral. Et il peut aussi y avoir des forces d'amour qui peuvent passer par là. Mais chers Olampangui, en gros, puisque tout le monde n'est pas initié et que les gens ne détiennent pas le secret pour gérer les miroirs, alors on se fait envoûter, on se fait shintaoriser, on se fait briser. Et comme nous l'avons vu la fois dernière, pour changer la mentalité d'un noir à l'époque d'esclavage, il fallait que le noir soit reprogrammé. Or, la technologie des miroirs permet la reprogrammation, la déconnexion de l'être humain à son double et la reconnexion au double astral, au double stéphétique, au double contrôlé par les Shintaori. De l'aveu même de Credo-Mutwa, notre grand chaman qui nous a livré ses enseignements, paix à son âme, le miroir, chers Olampangui, était un outil d'initiation. Nous l'avons vu aussi dans cette introduction. Donc, Ngassimo, maman Karen, papa Sébastien, nous allons en effet poursuivre. Donc, je vais partager mon PDF multidimensionnel et nous allons nous revoir juste après cette présentation avec bonheur. Matondo Mamengi, Zola, Kiese, Namayaki. Alors, chers Olampangui, Mbote à vous tous, Mbote à tous les Mpangui, Zola à vous tous. Nous sommes dans les miroirs et les sauts dans la spiritualité et la magie. Je dis la magie, comme vous le comprenez, la manipulation des forces de la nature par les mages. Donc, nous allons rentrer dans l'exploration des outils sacrés de protection et d'attaque. Vous serez étonné de constater que le miroir peut être utilisé pour vous attaquer et le miroir peut être utilisé pour vous protéger. C'est pour cela qu'à l'école Kimuntu, je vous parle souvent des boucliers miroirs qui permettent le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'en Afrique, chez nous, lorsque tu es attaqué par des forces, tu as la possibilité de multiplier l'attaque. Si quelqu'un parle mal de toi, par exemple, par le bouclier miroir, tu as la possibilité de renvoyer ces phrases toxiques, cette médisance, mais sous forme amplifiée. Et la personne reçoit cela comme un coup de poing multidimensionnel, c'est chaud. Et donc, c'est des choses que les anciens les savaient parce qu'ils luttaient contre les forces occultes à travers l'histoire, avec un focus, bien sûr, sur l'Afrique. Je vais me focaliser sur l'Égypte des pharaons avec bonheur. Alors, le programme est énorme. Le programme est énorme, chers Olampangui. J'aimerais en effet que nous puissions avancer avec bonheur. Donc, les miroirs, ouais, les miroirs, les sceaux miroirs occupent en fait une place fondamentale dans la spiritualité et les arts magiques, dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est occulte, à travers les civilisations anciennes. Toutes les grandes civilisations ont utilisé les miroirs comme étant, j'ai parlé des outils de magie, des outils de sorcellerie, des outils de spiritualité, de religion. Et donc, bien plus que les simples objets du quotidien qu'on utilise pour se mirer, on utilise, tiens, Pangui, lorsque tu conduis ta voiture pour reculer, pour changer de route, on te dit de regarder, tiens, Pangui, les miroirs, en effet, on te dit de regarder les angles morts. Le nom est clair, les angles morts. Vous voyez que dans la conduite, lorsque tu conduis, il faut regarder les angles morts. Donc, le miroir te permet de rentrer dans quelque chose que tu ne peux pas. C'est le langage est là, chers Olampangui. Il représente des outils sacrés aux fonctions multiples. Premièrement, la protection contre les forces occultes et négatives. Les miroirs jouent ce rôle. Le miroir que tu as à la maison peut être utilisé contre les forces occultes.
le renvoi des mauvais sorts à leur émetteur. Oui, chers Olampangi, lorsqu'on fait le Kimuntu, on n'est pas un être faible. Non, non, non. Avoir le Zola veut dire, chers Olampangi, avoir la connaissance pour se protéger contre les attaques de l'astral, contre les personnes qui veulent ta peau, contre les gens qui parlent mal de toi, la médisance, ceux qui t'attaquent par le pouvoir de la pensée. Oui, tu peux utiliser les miroirs pour te protéger et puis renvoyer les sorts jetés contre toi pour que la personne ne puisse plus répéter. Oui, chers Olampangi. La divination peut se faire à travers le miroir. Nous avons vu la fois dernière la communication avec l'invisible. Donc, le miroir est un portail vers d'autres dimensions. On peut traverser des réalités, chers Olampangi, à travers les miroirs, comme nous le faisons dans l'initiation du Bwiti, pour ceux qui connaissent un peu la tradition Congo. Et je précise en passant que nous avons 4 grandes écoles, ça je le répète, il faut que ça puisse commencer à rentrer dans notre conscience. Il y a 4 grandes écoles initiatiques au Congo. Il y a l'école de Kimpasi, il y a l'école de Lemba, il y a l'école de Kikiba, et l'école du Bwiti, ce qu'on appelle le Mbwete Congo. Les 4 grandes écoles qui ont géré en effet l'univers Congo. Et à travers ces écoles, on a le Mbwelo, qui était une école singulière, familiale, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ces écoles initiatiques comme le Bwiti ou le Mbwete avaient la possibilité, et ou à la possibilité, puisque cette école existe toujours au Congo-Brazzaville, vers le Grand Niari, jusqu'au Gabon, nous avons encore cette sagesse ancestrale des anciens, et nous utilisons les mystères des miroirs, chers Olampangi, ou de l'eau. Voilà, tout ce qui réfléchit notre image pour nous ouvrir des portes vers des dimensions supérieures. Alors, je vais vous parler aussi de l'importance historique des miroirs en Afrique et puis la manifestation des forces astrales à travers les miroirs. Les miroirs, Olampangi, réservés aux initiés, est devenu aujourd'hui outil de tout le monde, des non-initiés. Ils ont fait de sorte qu'aujourd'hui, à travers l'écran de nos téléphones portables, que nous puissions, chers Olampangi, perdre notre connexion au divin. Je pense que vous avez constaté que lorsqu'un enfant est connecté sur un téléphone portable, ou bien même un adulte, hein, et qu'il scrolle, et qu'il scrolle, et qu'il scrolle, à un moment donné, la personne est déconnectée de la réalité d'ici, la personne perd de la mémoire, la personne est focus. Et quand tu retires le téléphone à l'enfant rentre dans une crise. Les parents pensent que c'est le programme du téléphone ou le jeu que les enfants jouent. La tradition Congo va plus loin parce qu'un jeu, Champagny, derrière, il y a des forces. La tradition Congo nous enseigne que derrière chaque chose, il y a des forces. Et donc, il faut tout simplement ouvrir les portes pour que l'enfant se fasse posséder par des entités de l'astral. Tu vas constater que ton enfant a des pertes de mémoire, ton enfant manque de concentration, ton enfant, dès que tu l'arraches, cette tablette, l'enfant rentre dans une crise, mais tu dis, mais c'est pas possible. C'est un dessin animé qui regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu as oublié qu'il est devant une porte, un portail qui permet en effet le passage des entités d'une dimension à une autre. Donc, le miroir pour nous est bien plus qu'une surface réfléchissante. C'est-à-dire qu'il est perçu comme un amplificateur de conscience, que ce soit dans le cas matique ou dans le cas iséphétique. Donc, il faut retenir, vous devez le souligner, écrivez quelque part, le miroir, c'est bien plus qu'un reflet. Voilà pourquoi le miroir pour nous est perçu comme un amplificateur de conscience, un portail vers l'invisible et un instrument de manifestation des forces astrales. C'est pour ça que nous, dans la tradition Congo, au cœur de l'Afrique, au Gabon, au Congo, Katiopa, le Grand Bassin, en Angola, à Luanda, à Mbanza Congo, à Kinshasa, au Bas-Congo, en effet, nous plaçons des miroirs ou des miroirs fractales devant les entrées de nos fenêtres, devant les entrées de nos portes, après avoir fait bien sûr un rituel Congo pour permettre une activation du bouclier de protection contre les forces invisibles des énergies de Moulouki, hein, ça peut être les Mekuyou, ce sont des entités, chers Olampangi, des morts, les esprits des morts, parce qu'en effet, des morts pour nous ne sont pas morts, il y a des morts qui n'ont pas traversé, il y a des morts qui sont ici dans notre réalité et gérés par l'un des grands initiés que nous appelons aujourd'hui un Baron Samedi dans le vaudou, qui en effet permet la gestion de l'univers de l'invisible, ou bien Papa Legba, qui permet l'ouverture des portes à travers la connexion que Legba, qui est considéré aujourd'hui comme étant l'un des principes supérieurs dans le vaudou Congo, mais que nous considérons comme étant Ngaloufwa, le grand maître suprême de la tradition Congo primordiale. Donc, dans toutes les traditions, chers Olampangi, spirituelles de notre réalité, le miroir
transcende sa fonction première de reflet physique pour devenir un outil de connexion avec les dimensions invisibles et une extension de notre conscience. Donc, mère, terre, ce n'est pas qu'un objet que tu as devant toi. Tu as devant toi un outil mystique, un outil ésotérique. Alors, je vous ai parlé la fois dernière d'une science qu'on appelle la catoptromancie. J'espère de tout mon cœur que vous avez pris le temps d'aller vérifier cette branche mystique qui existe aujourd'hui, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Afrique. La catoptromancie est une science, est une technologie mystique. C'est l'art de la divination par le miroir. Beaucoup m'ont écrit après l'introduction la semaine dernière pour me dire tout le monde soit, je n'ai jamais entendu parler de cette science qu'on appelle la captromancie. Parce que la captromancie, cher Zulampangui, est documentée. Il y a des livres, il y a des documentaires, il y a beaucoup de choses. Mais certains ne sont pas informés. Je ne suis pas informé parce que tu utilises le miroir. Mais pourquoi veux-tu qu'on t'informe si le but du miroir est de pouvoir inconsciemment pratiquer l'art de la divination sans se rendre compte? Voilà pourquoi des sciences, on va te parler de la médiumnité, on va te parler de la clairvoyance, de la clairaudience, on va parler de l'activation des sens, mais on ne va jamais te parler de la captromancie. Parce que t'en parler, c'est te pousser à te poser des questions, à t'éveiller et à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est une pratique ancestrale, c'est multimillénaire, permettant d'accéder aux visions du passé, la capacité de voyager dans le temps, de pouvoir accéder à la vision transgénérationnelle, accéder aux mémoires des ancêtres, et puis la vision du présent également et du futur. Ce qui veut dire que pour modifier la connexion, la perception mentale d'un peuple ou d'une personne, ben les Occidentaux, par exemple, initiés, ont utilisé la captromancie pour lobotomiser l'Africain. Parce que je pense que vous l'avez constaté que l'Africain, lorsqu'il est dans son pays, lorsqu'il est au Congo, lorsqu'il est au Sénégal, lorsqu'il est au Mali, lorsqu'il est au Burkina, lorsqu'il est ainsi de suite dans les pays africains, il va avoir tendance à détester son frère qui est à côté de lui, à lutter contre celui qui est juste à côté de lui, et il aura tendance à plus donner de l'importance à ce qui n'est pas de lui, donc à l'occidental. Lorsqu'un occidental en France dort dans les caniveaux et que cet occidental qui est dans la dèche, qui est dans la misère, qui est dans le SMIC et qui quitte la France et qui arrive au Gabon, qui arrive à Brazzaville, qui arrive à Kinshasa, et que ce monsieur occidental qui dormait dans les caniveaux à Paris se retrouve dans les pays africains et que cet occidental se met à draguer les plus belles femmes de nos pays, 99% des filles succombent à la tentation parce qu'en effet, dans l'imaginaire, c'est ça l'idée, hein, dans l'imaginaire collectif, il est supérieur, il est beau gosse, il est forcément riche. Parce qu'en effet, on a été lobotomisé. Alors, tu vas expliquer à un frère ou à une sœur que c'est un mythe qui a été créé pour que nous soyons contrôlés, nous soyons sous contrôle. Vous allez constater quelque chose, il y aura braquage, il y aura une position de défense. La personne va résister à ce que tu dis malgré tes preuves. Pour dire qu'en Occident, tous les Occidentaux ne sont pas riches, tous les Occidentaux ne sont pas futés, tous les Occidentaux ne sont pas intelligents. C'est un peu comme les nôtres. C'est la même chose en Afrique. En Afrique, tous les Africains ne sont pas futés, tous les Africains ne sont pas intelligents, tous les Africains ne sont pas... Vous comprenez? En Asie, c'est pareil, sauf que l'Africain va te dire non, l'Occidental est bon, il est bon. Non, il est bon, tu vois, il a créé ceci, il a fait ceci. Parce qu'en effet, il a été déconnecté de la réalité pensante, la réalité consciente, cher Zolampaki. Le miroir, le regard de l'autre par le miroir a détruit l'humain. Parce que vous venez au Japon et que vous venez en Asie, vous allez constater qu'en Asie, ils ont un problème. Le problème asiatique aujourd'hui, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, dans ces grandes civilisations, le problème, c'est que l'humain chinois, l'humain japonais, l'humain asiatique veut devenir aussi occidental. J'étais choqué la première fois que je suis arrivé à Tokyo de constater que l'image a été programmée aussi au Japon. Les filles japonaises veulent avoir les yeux, donc ils pratiquent Champangui en Corée du Sud. Plus de 60% de la population coréenne, Champangui, a déjà subi une chirurgie esthétique. C'est-à-dire que le miroir que vous voyez là a poussé l'être humain à regarder son visage et dire « je veux avoir la tête d'un occidental ». Je vais avoir les yeux d'un occidental. Donc, que font les femmes en Corée, à Séoul? Ben, les femmes et les hommes, ils se charcutent.
De la même manière, chers Zoulampangui, l'Africaine ou l'Africain en Afrique se défrise des cheveux pour avoir les cheveux de l'occidental et se dépigmente la peau pour avoir une peau claire comme le maître. Vous suivez? Et pourquoi ils n'arrêtent pas? Parce que, chers Zoulampangui, nous avons été programmés par des forces du reflet. Donc, le reflet, ton reflet ne te plaît plus. Le double énergétique ne te plaît pas. Parce que il y a eu un mantra, il y a eu un travail mystique, il y a eu de la magie, de la sorcellerie qui a été pratiquée pendant l'esclavage pour qu'on incite l'être humain qui était, Charles Lampangui, formé de neuromélanine, de s'auto-saboter lui-même. Lorsqu'il se regarde, il veut avoir physiquement les traits d'un occidental. Il doit donc se dépigmenter la peau pour avoir le trait d'un occidental. Être français, c'est pas bon. Alors que être français, cher Zolampangui, c'est la neuromélanie qui lui permet de se connecter à l'univers invisible. C'est la neuromélanie qui lui permet de parler aux plantes, aux pierres, aux animaux. C'est la neuromélanie qui lui permet de se connecter aux structures planétaires célestes. Mais non, 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 non. Il doit se dépigmenter. Et comment faire pour qu'il se dépigmente? Il doit se trouver moche. Il doit se dire, je ne suis pas jolie. Et comment on fait pour que tu ne sois pas jolie? Tu dois te mirer. Tu dois rentrer en connexion avec les forces qui vont te dire qu'il faut être complexé. Et donc, il devient quelqu'un qui n'est pas net. Et donc, il va se dépigmenter. Et c'est la même chose en Asie. Moi, je pensais que le phénomène du miroir n'était propre qu'à l'Afrique. On a fait la même chose. C'est-à-dire que la beauté ultime, la femme équilibrée, la femme intéressante, c'est l'occidental. C'est la leucoderme. Voilà. Là, au moins, c'est biologique. C'est la leucoderme. Donc, vous comprenez que les autres femmes du monde veulent être comme le leucoderme. Quelle que soit leur manière de fonctionner, ils vont chercher à défriser leurs cheveux. Ils ont des cheveux crépus, mais ils vont chercher à avoir des cheveux lisses. Et pourtant, nous n'avons pas de cheveux lisses naturellement. Mais vous allez voir, vous arrivez en Afrique, même quand ils ont des perruques, ils pouvaient mettre des perruques afro. Non. Le miroir a fait son effet. Donc, cher Zolampangui, c'est chaud pour nous. Parce que, étymologiquement, la catoptromancie, cher Zolampangui, vient de cataptron ou cataptron du grec miroir et montéa du grec aussi divination. Donc, en gros, art divinatoire pratiqué depuis l'Antiquité. Hein. Donc, vous comprenez que les premières formes de présage étaient en Mésopotamie, en Égypte des pharaons, développement important en Chaldée. On nous a vaincus par l'image. On a perdu nos facultés spirituelles à travers l'image. Et l'image a toujours été utilisée pour atteindre l'être humain. Parce que nous sommes que des hologrammes. Je vous ai déjà dit à travers les cours de Kimuntu que nous avons été programmés dans une réalité holographique que la tradition Congo de l'école Kimuntu appelle le Nza. Et au sein du Nza, le monde a été projeté. Et une fois dans le Nza Champangui, c'est une image. Vous savez que nous sommes originaires du Nzi et nous sommes projetés dans le Nza. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous comprenez donc que nous sommes que des images. Donc, pour détruire l'image, il faut utiliser le reflet de cette image. Nous, on utilise l'image pour faire du mal à l'image, puisque nous sommes que des images projetées au sein du Nza. Voilà. Donc, il y a la catoptromancie qui s'intéresse au miroir. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une parenté entre la catoptromancie et l'hydromancie. Alors, l'hydromancie, c'est en relation en Afrique, que ce soit en Égypte ou au Soudan. Voilà pourquoi les cultes africains se passent au bord des rivières. Pour ceux qui sont africains, vous voyez de quoi je parle. Lorsque vous arrivez dans le pays Douala, vous allez voir que les Congos du Cameroun, ceux qui sont restés de la lignée sacrée font des rituels dans la rivière, au bord des lots, au bord du fleuve, et partout, hein, que ce soit Champangui, au Soudan, en Égypte, ne parlons pas, les prêtres égyptiens, les Kérichéchétas se plaçaient devant le Nil, hein, le Nil, en Éthiopie, devant le Nil bleu, en Afrique, au Congo, devant le Nzadi, hein, le fameux fleuve Congo, qui fait que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées, mais les rituels Nza, jusqu'à aujourd'hui, se pratiquent au bord du fleuve qu'on appelle le Nzadi. Oui, chers Zolampangui, l'hydromancie est une réalité sur le territoire africain, pas que. Parce que quand vous arrivez au Canada, les Amérindiens pratiquent l'hydromancie. En Chine, peut-être que vous avez déjà entendu parler du rituel de la mare du café, à travers le liquide du café, l'initié asiatique est capable de pouvoir rentrer en relation avec des forces invisibles. Oui, chers Zolampangui, le café, on a en contact avec un verre de thé, un verre de café,
l'initié, Champangui, est capable de pouvoir communiquer avec les Bakoulous au niveau asiatique. Donc, vous comprenez que la pratique utilisait diverses surfaces réfléchissantes. Les miroirs en métal poli étaient utilisés. Les miroirs en cuivre, comme en Égypte, je vous ai montré les images la fois dernière, en bronze, les miroirs en fer, les miroirs en argent, les miroirs en or. Oui, il suffit que la surface soit réfléchissante et la surface d'eau calme, comme par exemple, attention, Congo, avec les jarres, hein, les jarres que nous utilisons en Afrique, où on met de l'eau et l'eau doit être noire, d'où l'obscurité, l'eau du Nil, l'eau Champangui du Noun, qui doit être noir pour permettre à l'être humain d'accéder au bi. Et l'objectif était donc de faire émerger des visions, les visions révélatrices permettant d'obtenir des réponses aux questions existentielles, puisque ce sont des portes entre notre réalité et l'univers de force de l'invisible. La question que vous devez vous poser, quelle réalité? Quel univers invisible? Oui, chers Zolampangui, c'est chaud. C'est très chaud parce qu'en effet, on se connecte parfois à des entités qui dépassent l'entendement des humains. Donc, les premières formes de présage Champangui utilisant le miroir comme outil de divination sont apparues dans les civilisations antiques, la Mésopotamie et la Chaldée, hein, cette partie mésopotamienne de notre planète a beaucoup utilisé les miroirs. Et lorsque vous rentrez jusqu'à aujourd'hui dans la civilisation, ce qui est resté de la Mésopotamie, que ce soit dans le monde babylonien, donc irakien, toute cette zone, que ce soit le monde arabe aujourd'hui, vous allez constater que le culte de la beauté ou bien le miroir occupe une place très importante. Voilà, c'est le berceau de nombreuses pratiques divinatoires. Vous savez que la Mésopotamie est le berceau des premiers arts divinatoires par reflet. Et puisque les Mésopotamiens ont beaucoup travaillé sur tout ce qui est astrologie, il fallait capter la structure de l'univers, mais dans les miroirs. On pouvait voyager à travers l'espace par les projections astrales, en passant par les miroirs. Donc, l'utilisation des miroirs en métal poli, par exemple, le cuivre, le bronze, le fer, a beaucoup été utilisé dans cette zone de notre réalité. Donc, d'où le lien avec l'astrologie et l'observation du ciel, puisque les Mésopotamiens étaient très forts, très, très forts dans le domaine de l'astrologie. OK? Bon, il y a les Chaldéens aussi. Bon, eux, c'est la relation avec l'hydromancie, la divination par le reflet sur l'eau. Les Chaldéens pratiquaient l'observation du reflet de la lune et des astres sur l'eau calme. Alors, vous allez voir que la zone, comme la zone de Cana, ce qu'on appelle la Palestine actuelle, je précise en passant que toute cette zone était contrôlée par les Égyptiens anciens, c'est-à-dire c'était une zone habitée par les Cananéens. Et pour ceux qui ne le savent pas, les Cananéens sont comme les Congolais. Je dis ça parce que je suis Congolais d'origine, là, mais vous comprenez que les Cananéens sont de même couleur que les Congolais. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que lorsqu'on vous parle des Cananéens, souvent, on a l'illusion de. En fait, on est victime de l'esclavage mental. Le miroir a fait son travail. L'humain oublie que lorsqu'on parle des Cananéens dans les textes, que ce soit les textes anciens, la Bible, le Coran, le Bhagavad Gita, en fait, tous les textes qui parlent des Cananéens, chers Zolampangui, ce sont des Kamites. Ce sont des mélanodermes, hein? Comprenez-moi bien. C'est-à-dire que dans cette zone-là, au niveau du Moyen-Orient, à l'époque des anciens, vivaient des communautés mélanodermes très puissantes. Et donc, chers Zolampangui, les divinités utilisées dans l'hydromancie ou dans la captotromancie, chers Zolampangui, ont été récupérées et insérées dans certaines religions dont je ne dis pas le nom, mais ça vient d'un certain, bon, vous avez compris, révélé. Donc, à partir de là, ces religions révélées ou dites révélées, chers Zolampangui, sont des religions en relation avec l'univers du miroir. Et c'est pour cela que vous allez constater que le reflet de la lune a une importance capitale, par exemple, dans l'islam. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, au-dessus des mosquées, partout sur la terre, il y a le croissant de lune. Et pour ceux qui connaissent un peu comment était la Mésopotamie, en fait, comment était l'univers cananéen à l'époque des anciens, chers Zolampangui, le culte des astres était utilisé à travers les mystères des miroirs. Donc, Mpangui, la captromancie,
s'est développé parallèlement aux autres arts divinatoires dans ces civilisations anciennes, établissant donc les fondements des pratiques qui se répandront ensuite à travers les cultures du monde, puisque l'homme se déplace, l'homme migre, l'homme voyage en relation avec l'Égypte des pharaons. Ben, écoutez, l'Afrique a eu le contact avec cette technologie et cette technologie s'est répandue un peu partout dans le monde asiatique, le monde européen et ainsi de suite. Mais c'est très important de savoir que l'Égypte des anciens, que ce soit les Chaldéens ou les Mésopotamiens, les Sumériens, tous ces êtres, en effet, avaient accédé à une science qui leur permettait d'entrer en relation avec les miroirs. Je précise en passant que les miroirs en question étaient utilisés, chers Zolampangui, dans le but de capter ou de canaliser ce qu'on appelle les djinns. Mais ça, c'est un sujet sensible que je n'aimerais pas aborder aujourd'hui, chers Zolampangui. Donc, les djinns sont des entités invisibles, hein, des entités qui, en effet, vivent souvent dans des éléments, que ce soit les djinns de l'eau, les djinns du désert. Que, pour ceux qui sont dans le monde de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez de quoi je parle, hein, les djinns, les esprits. Et ces esprits sont des êtres qui ont des familles. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de ça. Les djinns ont des enfants. Et les dîne à sa femme, en fait. Ah oui, oui. Et donc, les anciens utilisaient les technologies des miroirs pour les canaliser, pour les gérer, pour les évacuer des milieux humains. Puisque chez Paris, certaines entités n'ont pas la possibilité de voir, ou n'ont pas d'ombre, ou n'ont pas la capacité de se mirer, ou d'accéder chez Paris en relation, si et seulement si la technologie des miroirs est utilisée, en relation avec l'humain. Alors, à côté de la captotromancie, la catoptromancie, nous avons l'hydromancie dont je vous ai parlé, que nous avons utilisé en profondeur, surtout en Afrique. Okay? La captromancie est historiquement, bien sûr, parentée à l'hydromancie, l'art d'établir des prédictions grâce aux reflets de la surface de l'eau. Donc, avant donc l'invention des miroirs modernes, avant que l'homme maîtrise la capacité de chauffer le sable, pour transmuter le sable en verre. Cette connaissance nous a été transmise, bien sûr, par des êtres démoniaques. Je précise que dans les livres d'Enoch, où on parle des forces de l'astral qui ont contrôlé le monde, Enoch a écrit que nous avons un problème, en effet, puisque l'invisible dont il parle, c'est ce que Credo-Mutwa, notre grand chaman, appelle les Shintaori, des êtres très complexes qui nous ont transmis le savoir du miroir. Parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas le miroir avant que ces êtres nous transportent dans des réalités pour être en connexion avec eux. Et donc, avant donc l'invention des miroirs, les humains utilisaient diverses surfaces. Ils utilisaient l'eau pour observer les reflets. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Noé, je voulais vous parler d'Enoch. Et l'ancêtre Enoch, pour ceux qui doivent comprendre les enjeux, était un mélanoderme, hein, c'était un Africain. Je ne voulais pas dire un Congo, vous allez me comprendre, mais c'était un ancien de Katiopa. Et n'oubliez pas que les visions d'Enoch sont passées en Éthiopie. En fait, en gros, Enoch était un Éthiopien. Vous savez ce que je veux dire? Bon, maintenant, le problème qui se pose, c'est que lorsque les textes sont arrivés en Occident, ben, ils l'ont brûlé. Ils n'ont pas voulu de ça. Ils l'ont caché dans certaines loges. Mais en Afrique, les textes d'Enoch sont à disposition des initiés de la tradition. Ce sont en Éthiopie, au Soudan, en Afrique du Sud, au Mozambique, au Botswana. Les initiés ont accès au mystère sacré des livres d'Enoch, puisque Enoch est considéré comme étant, bien sûr, un kamite. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose rapidement, et puis on va continuer. Je vous partage l'écran. Il y a une Américaine aux États-Unis qui pratique ce qu'on appelle la divination. Hein. Elle a une faculté de pouvoir parler aux esprits. Et donc, aujourd'hui, on parle souvent des esprits de la nature. J'aimerais vous montrer ça rapidement parce que souvent, nous ne faisons pas attention, nous ne faisons pas attention à cette réalité. Voilà. Donc, j'ai trouvé. Très bien. Vous avez ici, elle s'appelle exactement Elisabeth Clark Prophète. C'était un locodère, une sœur magnifique.
Elle pratique de la médiumnité. Elle a écrit ce livre que vous voyez devant vous. Et bon, pour manque de mots, puisqu'elle ne parle pas nos langues africaines, donc elle a appelé le livre Afra. C'est comme ça qu'elle appelle le guide, le l'être suprême. Elle appelle Afra, ce être-là, frère de lumière, enseignant spirituel d'un maître ascensionné. Et Elisabeth Clark, prophète, explique qu'en effet, Afra, en fait, elle est rentrée en contact avec Afra, qui est considéré comme étant le premier maître ascensionné de notre réalité. Maître ascensionné veut dire quoi? Veut dire que c'est le premier qui a vécu ce qu'on appelle le Kunaka. Le Kunaka. Alors, je précise en passant, alors je vais agrandir un peu ici pour qu'on lise un peu ce résumé. Je précise en passant, cher Zolampangi, que c'est complexe. Parce que il faut que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'à l'époque des anciens, la spiritualité, le monde des religions n'était pas ce que vous connaissez aujourd'hui, ce que nous connaissons aujourd'hui. Les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire que les êtres qui ont vécu l'ascension, le Kunaka, protecteur séculaire du continent africain et parrain de la race noire. C'est comme ça qu'elle, elle présente, c'est qu'elle, elle appelle Afra. Vous comprenez? Bon, ce qu'elle appelle Afra Charles Lampangi, c'est vulgarisé. Hein. Aux États-Unis, il y a des temples, il y a des centres au nom de Afra, ceux qui ne le savent pas. Et Afra, l'image qu'elle a faite d'Afra, c'est celle-là. D'après elle, lorsque Afra apparaît dans son existence, c'est la tête d'Afra. Sauf que Charles Lampangi, elle dit que Afra en question apporte un message d'unité, de fraternité à tous les frères de la planète. Et ce frère de lumière, bien aimé, c'est comme ça qu'elle appelle Afra, s'est engagé à résoudre le problème généré par les conflits entre les peuples. Afra est celui qui dit, bon, arrêtez les guerres blancs, noirs, jaunes, rouges, je ne sais pas si vous comprenez. Les guerres régionales, les guerres entre tribus, la dissension reliée à la religion, conflit entre Arabes et Juifs. Alors, expliquez-moi quelque chose. Lorsque Elisabeth Clark, prophète, explique aux Américains, puisque là, elle parle aux Américains, et qu'elle dit aux Américains qu'en effet, il y a une conscience qu'on appelle Afra, qui, en effet, veut la paix entre Arabes et les Juifs, entre les Blancs et les Noirs, entre les chrétiens et les musulmans, vous comprenez que c'est plus compliqué que ce que vous pouvez imaginer. Le livre est vendu, hein? Le livre est connu. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas, Elisabeth Clark, prophète, est également connue. Je vais vous montrer un peu sa tête. Hein. C'est cette maman que vous voyez ici. Voilà. C'est elle, Elisabeth Clark, prophète. Et elle apporte, elle dit que Afra. Alors, sauf que Elisabeth, qui en effet parle de Afra, Charles Lampangi, comme étant, elle est médium, hein, c'est-à-dire que d'après ce qu'elle enseigne à l'humanité, c'est qu'elle a capté Afra dans la médiumnité. Et Afra est le guide de la flamme violette. Hein, vous vous souvenez, hein? Et ça crée les dégâts en Occident. Ah oui, oui, ça crée des dégâts. Et par effet miroir, comme d'habitude, lorsque un Africain se connecte à l'humain, aux humains, et qu'il apporte un message, que ce soit l'humain visible, l'Africain visible ou l'Africain spirituel, donc du Mpemba, automatiquement, le frère ou la sœur occidentale va utiliser l'effet miroir. C'est-à-dire que l'Africain, une fois venu à l'existence et qui veut parler à l'humain, il s'en fout de la couleur de peau. On a tous été comme ça, en fait. Mais l'autre va dire non, 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 non. On va en effet créer un égrégore qui n'est pas ce qu'il appelle Afra, parce que je précise tout simplement que ce qu'elle appelle Afra, c'est que les Éthiopiens appellent Enoch. C'est-à-dire qu'en effet, lorsque vous lisez les livres d'Enoch, vous comprenez ce que le prophète est en train de dire, la femme Clark, prophète est en train de dire. C'est exactement les messages qu'Enoch a laissés en Éthiopie. Et le livre d'Enoch existe toujours en Éthiopie. C'est-à-dire que le messager, le premier messager qui est en contact avec, qui a expliqué l'univers des sept cieux, l'univers multidimensionnel, le Kunaka Congo, le sein du Mpemba, connu en Afrique, qu'on appelle aujourd'hui Enoch. Je ne vais pas donner son nom initiatique ici, ça ne sert à rien, on est en ligne là. C'était des problèmes avec les forces de l'astral qui sont shintaorisées et de vous protéger également. On va l'appeler Enoch, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Il se présente comme Afra, chez le prophète. Et vous voyez qu'en effet, pendant qu'on vous dit qu'on nous déteste, pendant qu'on vous dit que nous sommes méchants, pendant que les forces de l'astral utilisent Charles Lampangi, donc le miroir pour inverser cela. Et donc, Afra, pour dire Africa, vous comprenez? Parce qu'il manque voilà.
Et les autres l'appellent Enoch dans, ce soit dans les livres sacrés aujourd'hui, en Éthiopie des anciens. Mais il a un nom Congo. On le connaît depuis l'histoire. On l'attend. Nous, on l'appelle Nkwatulendo, mais il a un nom. Et cet être-là, Charles Lampangi, a toujours existé. Tout le continent, pour ceux qui sont initiés africaine, vous voyez, pour ceux qui sont Congo surtout, vous voyez de quoi je parle. Kimbangu a annoncé son avenue. Et eux, les Occidentaux, prophète Clara, Elisabeth, expliquent que non, 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 je l'ai rencontré. J'ai rencontré le premier. Celui qui est le premier qui a vécu l'ascension. Et donc, il a mis cette image. Et en Occident, en Afrique, en Amérique, beaucoup des Européens, Américains, analysent, méditent, adorent, prient Afra. Vous me suivez là? Et il y a un groupe des Européens, des Occidentaux qui ont dit non. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est un noir. Mais oui, il a toujours été noir, il est africain, il est éthiopien, il est soudanais. On fait comment? Elle a dit non, on va changer ça parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ça peut pas passer. On veut qu'il soit comme nous. Ah, mais il est né là-bas. On le connaît à sa première identité cosmique, on connaît. On connaît comment était Nkwatulendo. On dit non, on ne veut pas le Nkwatulendo là. On veut le nôtre. Et donc, ils ont, comme d'habitude, créé un nouveau égrégore. Et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Donnez-moi 2 secondes. Donc, j'ai trouvé. Je vais vous partager l'écran. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont créé une nouvelle histoire. Non, ils sont bons. Vous savez, des moments, tu es choqué. Hein? Tu es choqué de voir comment l'être humain peut être compliqué. Donc, ils ont créé une nouvelle histoire. Voilà. Donc, ils ont créé une nouvelle histoire. Suivez-moi bien, parce que le monde horreur du vide, il est là. Et ils l'ont appelé Saint-Germain. Ils ont appelé Saint-Germain. Ils ont dit non, non, non. Non, non, on ne veut pas de noirs. On ne veut pas des noirs. Nous, on est racistes. On est suprémacistes. On va l'appeler Saint-Germain. Et il est qui? Ben, il est celui qui est Afra, là, le fameux Afra. Non. Mais nous, on va l'appeler Saint-Germain maintenant. Donc, il y a un combat aujourd'hui entre la pensée, toujours en Occident, de Afra que vous voyez ici, là, que Elisabeth dit non, mais il est kamite, je l'ai vu, je le canalise, je parle avec lui. Et un courant occidental qui dit non, non, il ne peut pas être noir, il ne peut pas, c'est pas possible. Il peut être très blanc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. L'effet du miroir fait que, à chaque fois qu'un Africain, un mélanoderme, vient à l'existence pour donner à l'humanité une sagesse transgénérationnelle, une sagesse multimillénaire, la technologie du miroir fait que l'être humain occidental va créer de toutes pièces une autre conscience, une entité qu'on appelle l'égrégore. Ils vont le blanchir. Je pense que vous voyez comment il est devenu. On va le blanchir. Pendant que Afra, je ne sais pas si vous constatez, tout le livre d'Elisabeth est violet, l'habit d'Afra est violet, c'est le maître de la flamme violette. Vous me suivez, hein? Au même moment, on va dire non, 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 on ne peut pas accepter ça. Donc, Saint-Germain va être la copie de Afra, mais lui, on va le mettre occidental avec, et les deux sont en opposition, l'effet miroir inversé. C'est-à-dire, on va utiliser la capacité de pouvoir créer un égrégore par les mystères des miroirs avec, bien sûr, la cataptromancie pour télécharger une conscience qui doit venir à l'existence, que les Occidentaux doivent canaliser, qui doivent vivre avec, alors que cette entité est un simple égrégore qui va grandir dans le temps. C'est la même chose qu'ils ont fait avec l'Afrique. Je précise en passant que lorsque vous arrivez en Afrique, vous avez par exemple Thèbes. Vous avez Thèbes. Bon, je précise que Thèbes, vous voyez là, dès que j'ai tapé Thèbes ici, je suis en Grèce. Je suis en Grèce, et ça, c'est ce que vous voyez ici, là, Charles de Lampangui, c'est Thèbes en Grèce.
trouvez ça, voilà. Voilà. Thèbes en Grèce, ici, là. Donc, je précise en passant que les Grecs qui sont venus étudier chez nous, ben, ils sont venus apprendre. Ils ont dit, les Africains ont Thèbes. Ici, Thèbes, en ancien grec, Thébès, en pluriel, grec moderne, est une ville grecque de Boétie, siège de Dème de Thébène. Elle fut dans l'Antiquité l'une des principales cités de la Grèce avec Athènes et Sparte. Et est liée à des très nombreux mythes antiques. Elle est surnommée la ville aux 7 portes. Vous suivez, hein, nous ne sommes pas en Afrique. Voilà, Thèbes. Donc, ici, vous allez voir que, voilà, là, vous arrivez, voilà, là, la carte de la Grèce, Thèbes est juste là. Et la cité, ouais, il y a une histoire racontée sur Thèbes. Il y a même des ruines qui sont restées au niveau de Thèbes. Bon, alors pourquoi je vous parle de Thèbes? Parce qu'en effet, ils l'ont toujours fait. Ils vont vous créer ce qu'on appelle une autre civilisation, mais miroir. La technologie du miroir consiste à voler, à activer des portes, à copier, à faire un transfert informationnel d'une civilisation à une nouvelle civilisation. Parce que vous me comprenez. Donc, à partir de là, regardez, selon la légende, Zeus tomba un jour amoureux d'Europe. Vous suivez? Fille du roi phénicien. Et pour ceux qui connaissent comment étaient les Phéniciens, donc Agénor. Donc le Agénor que vous voyez ici, dans la mythologie grecque, Agénor était un roi phénicien de Tyr. Il est le fils de Poséidon et de Libye. Vous suivez? Et ce qui fait de lui le frère de Bélos et de Lessex. Et lui là, Agénor, et pour ceux qui connaissent la Libye, chers de Lampangui, Couche, Cana, Mistraïm, Pout. Libye ici, c'est le fameux Pout, donc les descendants de Cham, de Cam. C'était ce qu'ils ont fait. Hein. Donc, Zeus va tomber amoureux de qui? D'Europe. Oh, Europe est la fille du roi. Europe est la fille du roi de Pout. Suivez. Donc, reine de je ne sais pas quoi, de Téléphassa, pour éviter la jalousie de son épouse Héra, Zeus prit l'apparence d'un taureau blanc, puis enleva Europe et l'emmena jusqu'en Crète et ainsi de suite. Ça, c'est, vous suivez, on vous parle de l'histoire mythologique, parce que là, c'est la mythologie que nous avons tous étudiée à l'école grecque. Après un lent et vain périple qui l'avait conduit à Rhodes et à Thrace, l'un des fils de Cadmos, et le fils de Cadmos, même de l'aveu même des Grecs eux-mêmes, Cadmus, est l'un des fils d'Agénor, roi de Tyr, en Phénicie. Vous me suivez? Et dans la représentation des Cadmos en Grèce, c'est un camite. Vous voyez le pot qui est juste au-dessus de vous. C'était un mélanoderme, parce que les Phéniciens anciens étaient des mélanodermes. Vous me suivez? Et regardez, Cadmos décida alors de sacrifier à Athéna. Et qui est Athéna? Ben, Athéna, chers Olampangui, est une déesse grecque antique et des principales divinités des panthéons grecs, ses pouvoirs très étendus concernant principalement la protection des cités, de la vie civique, la guerre, l'artisanat, les techniques, ainsi de suite. Tout ce que je suis en train de vous lire là, il y a un monsieur aux États-Unis, un Américain, qui se réveille le matin et qui, en effet, se dit non, on arrête avec l'arnaque, on arrête avec le vol, on arrête ça. Il a écrit un livre qu'on appelle Black Athena. Parce qu'en effet, pour ceux qui regardent les films grecs, par exemple, peut-être que vous n'êtes pas informé que Athéna, quand vous représente, vous voyez même ici, lorsque, au niveau de Thèbes, lorsque je vous mets Athéna, on vous met une femme occidentale. Et il s'avère que Athéna, chers Olampangui, quand vous rentrez dans les recherches, pour ceux qui ont eu le temps ou auront le temps de lire ce livre que je viens de vous montrer ici, Black Athena, je vous conseillerais de le lire, les racines afro-asiatiques de la civilisation classique. C'est-à-dire que Martin Bernal, qui a eu des menaces de mort, c'est un occidental hein, américain, qui a eu des menaces de mort, ben, lui, il est mal barré, on veut sa tête. Il a écrit ce livre pour dire que toutes les divinités grecques viennent d'Afrique. C'est ce que je suis de vous dire. C'est-à-dire que ce que vous avez étudié à l'école, tout le panthéon grec, ce sont des nétérous africains.
En fait, ils ont pioché, ils ont volé, ils ont, vous me comprenez, dans ce que nous appelons en Afrique les orishas. Alors, lorsque vous arrivez sur le continent africain, vous avez une tradition qu'on appelle la tradition Yoruba, au cœur du continent, qui est rentrée jusque dans le niveau du vaudou, et ainsi de suite. C'est la tradition Congo par excellence. Hein. Nous avons une lignée de guides que nous appelons, dans la tradition africaine, les orishas. Donc, vous avez les orishas, les guides de l'eau, des guides vous avez Shango, vous avez tous ces êtres-là qu'on appelle les orishas dans la tradition africaine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Occidentaux? Ils les ont copiés et ils ont créé des divinités grecques. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont créé des égrégores, ils ont créé des histoires se fondant bien sûr sur l'histoire de l'Afrique. Vous me suivez? L'histoire des consciences africaines. Là, je suis surtout parler des orishas. Je suis surtout de vous dire que Martin Bernard, cet être, c'est l'occidental, hein, l'américain, explique comment Athéna est passée de ça. Vous voyez, le pot d'Athéna en Grèce, c'était comme ça, à Athéna que nous avons aujourd'hui comme ça. Donc, je vous parlais de Thèbes, c'est cette cité Thèbes. Vous voyez là, c'est écrit Thèbes en Grèce. Sauf que Thèbes en question, c'est du plagiat. Ils ont plagié toute une ville. Ils l'ont mis chez eux. Ils ont permis, à travers le mystère de miroir, la naissance d'une divinité grecque, chers Zulampangi, que nous appelons aujourd'hui Thoth. Vous me suivez? Et que les gens aujourd'hui dans l'initiation occidentale appellent Hermès Trismégiste, le trois façades, qui lui n'a jamais existé. Vous suivez-moi bien, hein? Par effet miroir, par l'ouverture des portes de miroir, puisque le miroir a la capacité de pouvoir copier l'image. Donc, ils ont copié, chers Zulampangi, les principes même de Thèbes. Alors, regardez, je vais mettre Thèbes en Égypte. Alors, Thèbes existe exactement en Égypte. Et alors, Thèbes était l'ancienne capitale de l'Égypte durant le Moyen et le Nouvel Empire. La capitale de l'Égypte des pharaons. Vous me suivez là? C'est-à-dire que la capitale de l'Égypte de Pharaon a été plagiée, copiée. On te parle de Zeus, on te parle de toutes ces divinités comme Athéna et tout qui viennent de la ville de Thèbes en Grèce. Thèbes, c'est un plagiat par le pouvoir des mystères des miroirs. Je pense que vous me cernez. C'est-à-dire aujourd'hui, on appelle Luxor. Quand vous arrivez en Égypte, pour ceux qui font le tourisme, là, vous avez Luxor. La ville était célèbre pour ses temples, le temple de Karnak, le temple de Luxor, le temple de Karnak, c'est le temple d'Osiris, de Maou. Donc, Thèbes, connu en égyptien ancien sous le nom de Wasset, le sceptre, était une ville de la Haute-Égypte sur les rives du Nil. Elle est aujourd'hui principalement identifiée à la ville moderne de Luxor qui se situe sur le même site. La ville a été la capitale de l'Égypte pendant les deux périodes importantes, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Donc, 2000 ans avant notre ère, donc il y a 4000 ans, Thèbes était une cité religieuse majeure connue sous le nom de Diospolis. Et regardez, nous sommes en Afrique. Puisque nous avons été chicotés par les Grecs ont appelé donc Thèbes en question par Diospolis, la cité de Zeus. Donc, la cité de Zeus en Afrique, sur le territoire africain, par les Kamites africains, va être plagiée par les mystères des miroirs pour le placer en Grèce. Vous suivez? Et en Grèce, on garde le même nom. Zeus va prendre toujours la place, puisque Diospolis se trouve en Afrique, Diospolis se trouve en Grèce, en référence au culte du dieu Amon. Or, Imana, vous le savez, est une perception mystique de la source par les Africains. Le fameux Imana, le Mani Congo. Donc, chers Zulampangi, lorsque vous comprenez les mystères du plagiat, vous comprenez comment Thoth, je vais mettre ici divinité, voilà, Thoth, comment Thoth, bon, je prends Wikipédia rapidement, voilà, Thoth, regardez, en Grèce, Thoth, en égyptien ancien, Djéouti, et dans la mythologie égyptienne, le dieu lunaire de Kéménou.
dans Hermopolis, Moyenne Égypte. Il est essentiellement le dieu de l'écriture, le scribe des dieux. Bon, le père des Médounétaires. Quand Thoth devient dieu de la sagesse, la déesse Échat, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout lire là, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Thoth que vous voyez ici, Thoth, ben, c'était un plagiat. C'est grec. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que en Afrique, il ne s'appelait pas Thoth. On l'appelait Thoth en Grèce. Vous suivez? C'est-à-dire que Hermès, alors, importé dans le monde gréco-romain, vous suivez, hein? Donc le fameux Tutitsetsia, Congo. Donc on l'a importé. Vous comprenez qu'on a importé un dieu, quoi. On a importé cela. Donc, les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont étudié chez nous. Il y a Djibouti, donc celui qu'on appelle Tutitsetsia en Congo. Ils ont importé cela. Ils ont dit, nous aussi, on veut. Ben, vous voulez quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ils vont plagier ça. Il sera assimilé à Hermès, c'est-à-dire à Mercure, plus particulièrement sous le nom de qui? De Hermès Trismégiste. Vous me suivez? Il peut être assimilé dans l'Ancien Testament à Enoch. Et qui est Enoch? Enoch, cher Zulampangui, c'est celui qui a écrit les livres d'Enoch que l'Église chrétienne a jeté. Parce que, car il ne peut pas mourir, il ne meurt pas, il disparaît avec Dieu. Le livre d'Enoch, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure au début de notre Kabbalah. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'il y a le Nkwatulendo Congo, c'est comme ça que nous on appelle, qui a été conçu, canalisé par des prêtres Ndenganga de la tradition Congo primordiale depuis la nuit des temps par les grands maîtres du Bouiti, va être plagié par les Occidentaux. Regardez, il est importé dans le monde gréco-romain. Il va devenir Thoth. Thoth représente l'intelligence divine et incarne la parole. C'est le dieu de la lune, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il fit naître ces dieux paraître et émettre des sons, ainsi de suite. Bon, dans la représentation de la psychostasie, c'est Thoth qui note les résultats de la paix du cœur, ainsi de suite. Donc, Plutarque, qui est un savant grec, explique comment il se fabriqua sa lyre à partir des nerfs de Typhon. Ils vont créer donc un mythe. De plus, leur mythologue raconte qu'Hermès, après avoir ôté à Typhon ses nerfs, il fit des corps de la lyre, ainsi de suite. Platon raconte que le mythe, l'invention de l'écriture par le dieu égyptien Thoth, donc Djibouti, et il se mit en scène le roi de Tammuz qui met en garde Thoth, ainsi de suite. Car ils vont créer toute une histoire sur Thoth en parlant de l'Égypte et de la Grèce. De l'Égypte et de la Grèce. Ils l'ont importé. C'est un syncrétisme. Vous me suivez là? Ils l'ont importé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aujourd'hui, par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que, cher Zulampangui, Hermès Trismégiste, le Kybalion, soi-disant écrit par Thoth, vous me suivez là? Thoth a été importé parce que dans le temple ancien africain de Tutidjatia, les Occidentaux ne pouvaient pas y avoir accès. Tout simplement d'abord, premièrement, parce qu'ils n'étaient pas circonciés. C'était interdit d'y accéder. Beaucoup des Grecs qui sont ici fait circoncier, ils ont accès à certaines technologies de chez nous. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Pour rentrer dans l'univers du Imana, il faut que tu vibres à la fréquence de la neuromélanine. C'est notre tradition qui est comme ça. Est-ce que vous suivez? Mais puisque l'autre n'a pas accès, il va copier, il va coller. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle les vortex des miroirs. C'est pour ça que vous allez rentrer dans les temples anciens, vous allez voir des miroirs partout. Des miroirs dans le temple de Delphes, en Grèce. Et vous voyez qu'ils vont garder le même nom. Thèbes en Afrique, Thèbes en Grèce. Ils vont appeler votre conscient, votre grand-père, Djibouti, tout Idjatia. On va l'appeler Thoth. Mais beaucoup de gens pensent que Thoth est africain. Thoth, c'était les Grégores, créés par effet miroir par les Grecs. Thoth n'est pas africain. Thoth est l'image de celui qui était africain qu'on appelle Tutidjatia,
que nous appelons Charles Zolapangui, qui a voyagé à travers le temps et qui est le maître des arts et des sciences sacrées, de la géométrie sacrée, de la tradition Congo primordiale. Donc, si vous me comprenez, vous voyez donc en effet que nous sommes devant quelque chose de très grave. C'est pour cela qu'ils ont dans ce qui est inversé. Tout ce qui appartient à l'Africain, l'Occidental inverse. Regardez vous-même. Je répète encore. Tout ce que l'Africain a de bien en Europe, c'est inversé. Ils ont tout inversé. Ils ont inversé les valeurs. Ils ont inversé les technologies. Ils ont inversé parce qu'ils utilisent la technologie qui inverse. La technologie des miroirs. Vous comprenez? Question, cher Zolampangui. Quel est le symbole totémique de Imana? Écrivez-moi ça en bas. Quel est le symbole totémique de Imana, donc de Amon? Écrivez-moi ça en bas, si vous suivez. Si vous savez, lorsqu'on représente Imana en Afrique, quel est l'animal qu'on utilise pour représenter, en parenthèse, le dieu Amon? On me dit le bélier. Très bien. Question. Quel est l'enfant, comment on appelle l'enfant du bélier? Comment s'appelle l'enfant du bélier? Le bébé du bélier, comment on l'appelle? Mettez-moi ça en bas. Les Mpangui disent bélier, c'est magnifique. Voilà, je mets ça ici, bélier. Et comment on appelle le bébé du bélier? Donc, je précise en passant, alors je vais partager l'écran, je précise en passant que lorsque nous parlons ici du bélier, alors je partage l'écran. Lorsque nous parlons ici bélier, voilà, lorsque nous parlons ici du bélier, regardez, on vous renvoie au dieu Amon. Vous me suivez là? La divinité africaine par excellence, c'est le bélier. Vous suivez, hein? Lorsque vous arrivez en Afrique, là c'est au Louvre, hein, les statuettes que... Donc, attendez. Donc, vous avez ici... Voilà, vous avez ici, regardez, le fameux bélier. Sauf que... voilà. Vous voyez là? Vous avez ici celui qu'on a, voilà, le Amon, hein, le bélier. Juste, c'est petit. Bon, je pense que vous voyez, hein. Voilà, c'est ça. Et vous avez le disque solaire, vous avez le cobra de Nemumaloa, vous avez ici le pharaon, vous avez le bélier. Le bélier qui est considéré comme étant le totem principal de la divinité qu'on appelle Amon-Ra, qu'on appelle Imana. Hein? Imana en Kinyarwanda, Mani, hein? Imani au Kikongo. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, sauf que ce bélier-là, cher Zolampangui, que ce soit le bélier, que ce soit l'âne, l'agneau, hein, l'agneau, il faut le tuer. Il faut le tuer. Vous comprenez? Il faut le tuer. Donc, toute la tradition chrétienne tradition chrétienne va récupérer l'agneau et il va l'égorger. Il va le tuer, il faut le sacrifier. Il dit que non, il faut faire les sacrifices des animaux, mais il faut chercher l'agneau. Et donc, on va parler de l'agneau de Dieu. Vous suivez là? On va dire que Jésus est l'agneau. Toutes ces réalités que vous voyez là, si vous comprenez qu'en effet, depuis l'Afrique des anciens, que ce soit l'agneau, que ce soit le bélier, était dans l'ordre sacré d'Amon, ben, l'inverse, parce que dans la tradition africaine, le fait que l'agneau est considéré comme étant sacré, on ne peut pas le sacrifier. OK? Et vous vous souvenez de la soi-disant histoire de la sacrifice d'Abraham et Isaac. Suivez bien la version, hein? Donc, le Dieu chrétien va décider de pouvoir
cher Zolampangi, demander à Abraham de sacrifier son fils. Les dieux, le barbu. Le barbu va dire, sacrifie ton fils. Si tu m'aimes, là, montre-moi que tu m'aimes, tue ton fils. Les musulmans vont dire qu'Abraham va sacrifier Ismaël. Et les chrétiens vont dire, les juifs vont dire, Abraham va sacrifier Isaac, qui se battent, mais chacun tire la nappe de son côté. Parce que dans le monde musulman, on va dire c'est Ismaël qu'on voulait sacrifier. Dans le monde juif, on va dire non, c'est Isaac qu'on voulait sacrifier. Bon, donc en voulant sacrifier cela, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, le barbu va dire soi-disant à un certain Abraham, parce qu'Abraham a pris le couteau, il a mis l'enfant, il commence à tuer l'enfant. Sacrifice humain. Attention, c'est pas bon. Mais Dieu a dit, non, attends, doucement. Tu m'aimes, parce que là, tu voulais tuer ton fils pour moi, c'est que tu es un bon gars. Regardez l'esprit sadique. Non, il est bandit, mais bon, bref. Il est quand même puissant aussi. Il est bandit, mais puissant. Mais il n'est pas le seul puissant, puisque nous avons à notre côté, Cher Zolampangi, Maman Kossi, non, il n'y a rien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Leur divinité va dire, ne tue pas. Ton fils, on va le remplacer. Regarde dans le buisson. Il y a un brebis. Il y a un mouton là, il y a un brebis. Ramène le brebis ici. On va sacrifier le brebis. Et là, les chrétiens, les kabbalistiques, les juifs disent que depuis ce temps-là, l'être humain, pour se purifier, sacrifie les animaux. Sacrifie le brebis. Le christianisme est venu bien après, dit non, le brebis, là, qu'on voulait sacrifier là, c'était déjà la transfiguration, c'était déjà le présage pour le sacrifice du Christ. Mais c'est le symbole de la divinité égyptienne. Par effet miroir, il faut égorger l'Afrique. Il faut l'égorger. On va égorger l'Afrique. Non, écoute, ne tue pas ton peuple. On va égorger la divinité africaine par excellence. Vous suivez ce que je veux dire? Ils ont tout inversé. Ce qui était bien pour vous, par exemple, lorsque vous rentrez dans l'univers du satanisme, vous avez par exemple ce qu'on appelle le Baphomet. Regardez l'animal du Baphomet. OK? Dans le satanisme, il est honoré. Toutes les valeurs africaines n'y sont pas. C'est deux traditions diamétralement opposées. Pendant que nous sommes avec l'agneau, et que nous sommes avec la divinité Amon, le bélier, de l'autre côté, ils ont le bouc. Le satanisme occidental, cher Zolampangi, ils ont ce qu'on appelle le Baphomet. Vous me suivez là? Et en Afrique ancienne, le Baphomet, c'est la représentation des sectes. Donc, cher Zolampangi, j'aimerais que vous compreniez où est-ce que les miroirs, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous montrer ici? C'est que il faut que ce soit clair dans le mental de tout le monde. C'est qu'on a utilisé une technologie, cher Zolampangi, d'inversion des valeurs, d'inversion des civilisations. Nous vivons en Occident, écoutez-moi bien, dans une civilisation, cher Zolampangi, inversée de la tradition égypto-nubienne. Vous savez que dans la tradition africaine, par exemple, je vous montre quelque chose. Dans la tradition africaine, dans la tradition égypto-nubienne, cher Zolampangi, le symbole de l'homme dans la mystique soudanaise, le symbole de l'homme, c'est la lune. Ngonda. Le symbole de la femme, c'est le soleil. Nka. Ngou de Ngoudi, la mer. En Congo, même pour parler du soleil, on parle de la mer. En Congo, d'aujourd'hui. Sauf que, dans l'inversion du miroir, la technologie de la captromancie, l'occidental a décidé par des rituels qu'à partir de maintenant, puisque les noirs et qu'eux, ils sont blancs, et pourtant, lorsque vous arrivez dans ça, l'occidental à Paris, on va dire rose. Mais non, il faut opposer le noir à son inverse. Vous me suivez là? Donc, à partir de là, vous allez avoir donc le soleil qui est devenu le symbole de l'homme. Est-ce que vous suivez? On dit même le soleil. La lune, c'est
impossible dans la tradition Congo. Les mystères lunaires sont les mystères cachés des hommes au Congo. Les mystères solaires sont les mystères cachés des femmes au Congo. Il est inversé. Nous vivons donc dans une civilisation africaine inversée. Vous me comprenez là? Mais ça s'est inversé par une technologie de l'univers des miroirs. Donc, Mpangi, j'espère que vous me suivez. À partir de là, nous comprenons que nous sommes en effet presque mal barrés. Parce que lorsque vous prenez l'hydromancie, par exemple, je vous disais tout à l'heure que historiquement, elle est parentée, la cartomancie, à l'hydromancie. Et l'hydromancie, c'est l'art d'établir des prédictions grâce au reflet de la surface de l'eau. Donc, avant l'invention des miroirs modernes, les humains utilisaient diverses surfaces pour observer les reflets. Et donc, il y a la surface réfléchissante, miroir en cuivre, miroir en bronze poli, surface de fer poli, miroir en argent et en or pour l'élite. L'eau comme miroir, puisque surface calme de l'eau, premier miroir naturel, reflet de la lune dans l'eau, pour ne pas dire le lune, puisque la lune est de l'univers masculin. Je vous assure, c'est parmi toutes les personnes qui pratiquent, les femmes qui m'écoutent, qui pratiquent le mystère lunaire la nuit, sont en effet victimes d'une certaine forme d'envoûtement astral. Voilà pourquoi, chers Olampangais, on est étonné que l'homme qui s'incarne devient une femme et la femme qui s'incarne devient un homme. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on a inversé les valeurs. Donc, les premières formes de présage, chers Olampangais, utilisant le reflet, sont apparues, bien sûr, en Mésopotamie, en développement Mésopotamie, chez les Chaldéens, en Égypte, un peu partout dans cette zone, et ils utilisaient l'eau et les surfaces métalliques polies qui servaient en fait de médium entre le monde visible et le monde invisible. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des cristaux et ce qu'on appelle les miroirs noirs. Parce que, chers Olampangais, la captromancie, qui est parfois confondue avec une autre pratique divinatoire qu'on appelle la cristallomancie, ce n'est pas la même chose. Vous savez, les bouts de cristal, hein, pour voir l'avenir, pour voir le passé, le futur, le présent. Bien que distinctes, mais ces deux méthodes-là, que ce soit la cristallomancie ou la captromancie, ces deux méthodes partagent le même objectif de percevoir les images et les visions de l'invisible. Lorsque vous prenez la cristallomancie, utilisation d'une boule de cristal clair, alors on rend la vision à travers la transparence du cristal. Le cristal comme un prisme énergétique. Le miroir noir également est utilisé. Le miroir, avec l'opacité du miroir, permet en fait de rentrer dans une surface sombre, facilitant la concentration, outil puissant pour la divination visuelle, hein, la scrying, comme on l'appelle, et la perception améliorée des reflets venant de l'astral. À travers le miroir, donc, un initié est capable de rentrer en relation avec les forces de l'invisible, les éléments de la nature, et la même chose que pratique la cristallomancie, c'est-à-dire la boule de cristal. Bon, la boule de cristal est beaucoup connue, mais la catoptromancie, pas beaucoup, parce que la catoptromancie, c'est l'utilisation des miroirs pour faire de la divination, et aussi pour changer de civilisation. Voilà pourquoi, que veut faire l'Africain? Que veut faire l'Asiatique? Que veut faire l'Amérindien? Il veut devenir à image par la captromancie de l'autre, de l'occidental. Vous comprenez? On veut parler comme, on veut lire comme, on veut avoir les mêmes faces, les mêmes visages, on veut faire tout ce que les autres sont. Voilà pourquoi, chers Olampangais, il est important de comprendre que la surface sombre, donc des miroirs, absorbe les distractions visuelles du monde physique. Cela crée en fait un espace visuel neutre où l'esprit peut projeter et percevoir les images qui amènent vers un monde invisible. Oui, chers Olampangais, le miroir, pour nous, dans la tradition africaine et dans toutes les traditions asiatiques, européennes, partout amérindiennes, le miroir est considéré comme un portail dimensionnel. Ça, vous devez le souligner. Parce que le miroir ésotérique fonctionne comme une véritable interface, hein, comme votre téléphone portable, entre le monde matériel et les dimensions invisibles, entre le monde matériel et le monde Champangui du web, que je vais vous présenter dans les Kaboula prochains.
Ça sert en fait de passage, des passages des réalités, des passages parallèles. Parce que tu es ici et que tu as un miroir et que tu n'es pas initié, ben, tu ouvres les portes tu ouvres les portes de l'univers de l'invisible. Vous comprenez? Donc, interface dimensionnelle, passage entre le monde, notre monde et le plan subtil, surtout le monde des morts, le monde astral, le purgatoire. Et cela permet de voir au-delà du voile et de la réalité. Vous arrivez en Afrique, vous rencontrez un marabout africain, à travers le miroir, le marabout est capable de te dire ce qui va venir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas devenir si tu choisis telle voie ou telle voie. Vous comprenez? C'est un outil très puissant utilisé par les marabouts, les ngangas, utilisé également par les sorciers, utilisé par les mystiques, les spirituels. C'est le point de connexion entre les différentes dimensions. Donc, alors, chers Olampangi, lorsqu'on utilise le miroir, il y a donc une transmission bidirectionnelle entre les énergies de l'invisible, du monde subtil, et le monde vivant. Ça facilite la manifestation des forces invisibles. Ça sert de condensateur pour les énergies subtiles. Le miroir que tu as chez toi à la maison, le miroir que tu as dans la voiture, le miroir que tu as dans le pays n'est pas une simple surface réfléchissante. Non. C'est une fenêtre vers l'invisible. C'est une fenêtre, un portail qui permet de copier une civilisation et de l'inverser. C'est un outil qui permet de transmuter la conscience d'un être humain. C'est-à-dire qu'une personne peut être lobotomisée, peut perdre son identité à travers les mystères des miroirs. Et il suffit de pouvoir utiliser certains mantras. Donc, chers Olampangi, lorsqu'on accède au miroir, on accède donc à une lumière. C'est pour cela que lorsqu'il est obscur, lorsque tu as l'obscurité, tu ne te vois pas à travers le miroir. Pour te voir à travers le miroir, il faut la lumière de la journée, la lumière de l'ampoule, la lumière astrale, la lumière qui vient du monde des émotions. Parce que le miroir magique, le miroir que tu tiens, est théorisé comme le condensateur de lumière, condensateur de lumière astrale, un concept fondamental dans les pratiques ésotériques ancestrales. Si tu veux capter l'énergie de l'astral, la lumière astrale, la substance éthérique saturée d'images et de reflets invisibles. Parce que l'astral, c'est le déchet du monde mental. Donc, pour capter les informations de l'astral, tu as besoin d'utiliser le miroir. Le miroir condense et matérialise ces énergies subtiles. Donc, vous voyez que lorsque quelqu'un pratique les rituels à travers le miroir, l'âme du praticien peut évoquer et percevoir ces images, les images de l'astral, les déchets des pensées. Voilà pourquoi à travers le miroir, tu peux savoir que pense l'autre. C'est pour ça que le nganga, le marabout, est capable de savoir ce que tu penses, puisqu'en effet, ta pensée devient visible à travers le miroir. Et lorsque tu partez voir un nganga, un initié ou un marabout, il prend la cuvette d'eau, il met de l'eau, à travers la cuvette d'eau, il voit tes pensées. Il te dit ce que tu penses. Il te guide à travers cela. Ce sont des choses connues. Mais sauf que souvent, on ne fait pas attention que c'est en relation avec l'univers du réfléchi, l'univers du miroir, la fonction d'aimant énergétique qui capte les impressions astrales. C'est le miroir, c'est l'eau qui réfléchit. L'interface entre le monde matériel et le monde des dimensions invisibles. L'amplification des vibrations et des dimensions magiques. C'est pour cela, chers Olampangi, vous devez savoir que le miroir, grâce à sa capacité de condenser la lumière astrale, devient le réceptacle des images que l'âme ou le magicien ou le sorcier ou le mouloki évoque et manifeste. Attention donc, chers Olampangi, lorsque vous vous posez devant le miroir. Attention, parce que cela peut transmuter la conscience du monde. Voilà pourquoi j'aimerais que vous soyez conscients de cela et que, à travers, bien sûr, le miroir que nous avançons sur la voie de l'éveil multidimensionnel, c'était en effet votre Ntuman Swadi Kimbazi, Longi Natasan Congo. Je remets l'antenne à Papa Sébastien et Maman Karen, qui est nous guide sur la voie de l'éveil multidimensionnel. Yanga Simou qui est avec nous aussi sur le plateau. Matondo Mamenge, Zola, Kese, Namayangi. Matondo. Matondo papa, Matondo. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là, c'est de plus en plus lourd, hein, papa. On est choqué, on est choqué, on est choqué parce que maintenant, on espère, comme papa Sébastien l'a dit au début, qu'on aura la possibilité de pouvoir réinverser ce qui a déjà été inversé. Parce que sinon, ce sera difficile pour nous
dans cette réalité de pouvoir s'en sortir avec les miroirs qu'on a partout? En fait, ce aussi que j'ai retenu, c'est le côté bidirectionnel. Donc, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Donc, si Effectivement. il y a accès à nous, il y a aussi accès à eux. Donc, on peut inverser et rétablir les choses. Donc, c'est là où ça va devenir encore plus intéressant. Effectivement. C'est pour cela que lorsque nous parlons de Wadiafwa Yikadio, c'est les mystères des miroirs. Parce que vous me comprenez maintenant. Voilà, la capacité de pouvoir. Vous savez, si vous prenez une tradition de l'autre et que vous l'amenez chez vous et que vous l'utilisez sans pour autant que ça traverse les mystères des miroirs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Combien de fois on a copié les autres et ça ne marche pas? Il faut être capable de traverser le miroir, donc d'inverser certaines choses pour que ça marche dans ta réalité à toi. Et ça se passe à travers les mystères des miroirs. C'est pour cela que quand vous rentrez dans un temple shintoïste au Japon, il y a des miroirs. Les autres le savent. Mais puisque nous, on est passé dans les plantations, C'est la connexion de papa? Oui, ça a bugué un petit peu. alors je ne sais pas si c'est bon parce que ça s'est coupé. Oui, là, c'est revenu. C'est revenu. Voilà. Donc, c'est vrai que le sujet est sensible. Hein? Voilà. Et je pense que vous voyez comment je vous ai expliqué tout à l'heure, comment Thèbes. Vous voyez, papa Sébastien, tu as vu comment Thèbes s'est retrouvé en Grèce. Ouais. Mais pourtant, beaucoup d'Africains ne savent pas qu'il n'y a pas que Thèbes. Hein? Il n'y a pas que Thèbes. Vous avez vu comment ils ont importé ils ont importé Djibouti. Les Orishas. Les Orishas. Et pourtant, on parle tous des panthéons grecs. Vous voyez? Mais alors, papa Sébastien, maman Karen, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Grecs ont fait l'effet miroir sur l'Égypte. Mais c'est vraiment des miroirs posés, c'est des rituels. Hein? Parce que c'est pas seulement dire oui, à partir d'aujourd'hui, Amon va devenir Zeus. Ça ne marche pas comme ça. Il faut carrément prendre un être, le dompter, le faire traverser le miroir. Il faut que ces caractéristiques traversent le miroir. Il faut le copier, mais le copier par le miroir. Mais regardez, la Grèce a eu Zeus. Mais qu'est-ce que les Romains ont fait? Lorsque la Rome est arrivée, les Italiens, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit le dieu italien, on va l'appeler Zeus. Pas du tout. Les Romains ont utilisé la technologie des miroirs pour dire à partir d'aujourd'hui, ce que les Grecs appellent Zeus, nous, ici, nous allons appeler comment? Papa Sébastien. Comment les Latins appellent Zeus chez eux? Zeus. Le dieu romain. Chez les Romains, là, j'oublie. Oh, je me suis toujours dit qu'il y avait un lien, mais franchement, je sais plus. Entre les La Grecs mythologie et les grecque et Romains. romaine, ouais. Bon, c'est Jupiter. Ah, c'est Jupiter, je lui ai soufflé Jupiter. Vous aussi. Je sais pas, Alors, donc, Non, mais je lui ai soufflé Jupiter. c'est les Romains. C'est Jupiter. Mais sauf que ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que si Jupiter a ses yeux sur les Romains, Jupiter, c'est Jupipater. la terre, Ça veut dire quoi, Jupipater? Dieu le Père. Dieu le Père. Et c'est le Dieu le Père du christianisme. Hein. C'est l'effet miroir encore. Et qui a porté le christianisme, le Dieu le Père à l'humanité? Ce sont les Romains. Parce que Vatican ne se trouve pas à Paris, à ma connaissance. Le Vatican se trouve à Rome. Rome est la capitale du christianisme catholique. Or, le Jupiter, qui veut dire Jupipater, Dieu le Père, c'est le même Dieu le Père que tous les chrétiens du monde adorent. En fait, les chrétiens adorent Jupiter. C'est pas parce qu'on le dit en français qu'on oublie d'où ça vient. Sauf que Jupiter, c'est Zeus. Sauf que Zeus a été inversé en prenant l'image de Imana. Vous suivez là? Oui. Donc, ça veut dire que les civilisations se copient. Sauf qu'ils se copient en inversant les valeurs. Si on te dit Zola, là-bas, on ne te dit pas de Zola. Si on te dit équilibre, là-bas, on te dit déséquilibre. Désordre. Si on te dit Congolo, nous tous sommes tous ensemble, personne n'est chef de quelqu'un, là-bas, on va dire non, je suis le patron, vous êtes les travailleurs. Vous comprenez? On va tout inverser, on va tout changer. Ça me fait penser de manière plus terre à terre à ce qu'on trouve dans des logiciels de dessin, la fonction miroir. Comme sur AutoCAD, par exemple, ça permet d'avoir une copie complètement inversée. Donc, tout ce qui se passe à droite se retrouve à gauche.
Bien sûr. Et puis ça me ramène aussi au reflet de la lune sur l'eau. Effectivement. Donc, chers Lampangui, j'espère de tout mon cœur que ce sujet va nous permettre de nous éveiller, va nous permettre de comprendre pourquoi Dionysos. Ouais, Dionysos? Mhm. Maman Simon? Oui, Dionysos, le père, Hein? Dionysos, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, ça. Vous savez qu'il est devenu Bacchus. 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 Vous connaissez Bacchus, n'est-ce pas? Et chez nous, on a Bacchanal. Quand tu regardes dans les îles, on parle de Bacchanal. Alors, il y a ce dont tu nous as déjà parlé concernant le bac. Mais bien sûr. Le mot qui en découle. De déchéance. C'est ça. Bacchus, c'est la divinité des orgies, des partous, de tout ce que vous savez là. Voilà. Et puis, quand tu devenais initié au culte de Bacchus, quand tu es rentré dans des orgies, les gens faisaient l'amour en groupe, là, et le vin qui coulait, c'est le dieu du vin, hein, Bacchus, et tu devenais lauréat de Bacchus, parce que les hommes de la communauté devaient faire par le derrière le petit garçon pour qu'il devienne un homme. Et donc, à partir de là, il devenait lauréat de Bacchus. On le mettait sur la tête l'oreiller. Le lauréat de Bacchus, d'où le baccalauréat. En effet, le baccalauréat était un rituel ancien grec, inversion des valeurs, où il fallait que l'enfant soit, par les hommes de son groupe, ensemble, là, pour qu'il devienne un diplômé de Bacchus. Nous, aujourd'hui, nous avons tous des baccalauréats. Nous avons tous, sans exception, fait le culte de Bacchus. On ne se rend même pas compte, en fait. Et après, on est étonné que nous sommes violés par des incubes et des succubes. Mais nous avons signé le contrat de Bacchus. Aujourd'hui, c'est un diplôme parce que la France qui nous a colonisés a séparé, la religion de l'État. Et donc, l'État dit, oui, vous allez faire le bac. Mais à l'époque, avant qu'on sépare, le Bacchus est une divinité grecque que les Italiens, les Romains ont appelé Dionysos. Vous savez? Oui. Mais même en séparant le... Oui, maman Oui, Simon. maman. Je disais, mais en séparant le rituel même de... Est-ce que c'est vraiment séparé? Parce que ça a quand même toujours des répercussions. Ah non, mais il y a des répercussions. Non. Voilà pourquoi vous devez savoir, si vous voulez comprendre l'Occident, si vous voulez comprendre l'Asie, regardez-les avec l'effet miroir. Vous allez comprendre l'Afrique. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe en Europe, je vous ai montré le document, le livre écrit par Martin Bernal, qui a eu le courage de dire que Athéna était black. Ce n'est pas une chose qu'il a écrit. Black Athéna, c'est origine afro-asiatique. Non, papa, Sébastien, c'est chaud. C'est-à-dire qu'un occidental qui explique aux occidentaux que toutes les divinités grecques sont les plagiats des divinités africaines. Oui, c'est réel, mais par effet miroir. Parce que celle qu'ils appellent Athéna, vous savez, hein, celle qu'ils appellent Athéna, nous l'appelons Nkosi chez nous. C'est-à-dire que lorsque Nelson Mandela invoque Nkosi dans Sikelele Nkosi Africa, hein, bon, avec le Négus éthiopien, avec le Nkosi, le Sénégal, le Cameroun, avec Nkosi, les autres l'appelaient Athéna. Parce que n'oubliez pas que l'univers de la guerre, l'univers de l'armée est géré par Nkosi. Sauf que Nkosi est une lionne chez nous. Ils ont blanchi, ils ont mis une femme humanoïde. Donc nous devons cerner cela. Une fois qu'on comprend cela, on arrête de tomber dans les pièges. Parce que ce sont les effets miroirs. J'espère que ce Kaboula va vous aider d'avancer. Je vous laisse sur le plateau pour votre communication, maman Simon. Zola à vous, papa Sébastien, maman Karen. Oui, maintenant, une question avant ton départ. Oui, papa. On a signé, malgré nous, le... Je t'entends pas, papa. Hein? Ça passe pas bien. Tu m'entends là? Là, c'est bon. Là, essaie de parler, papa. Là, oui. Alors, quand on a signé malgré nous le baccalauréat, comment on a versé cette signature? Maman Simon, je n'entends rien. Je crois qu'il dit que si, comme malgré nous, on a eu le baccalauréat, comment on va inverser alors ce qui est déjà fait? Ah, mais non, mais il faut l'initiation. Pourquoi vous avez fait l'initiation Gataki? Pourquoi vous avez fait l'initiation Kimbazi? Pourquoi vous avez fait l'initiation Kinkoko? C'est pour redevenir totémiste, pour redevenir élémentiste. C'est-à-dire qu'il faut que vous redeveniez maître des éléments. Parce que lorsque tu fais le culte de Dionysos, tu te déconnectes de toutes ces réalités-là. Vous comprenez?
Donc, le but, c'est quoi? Papa, ne t'en fais pas. Quand Quand tu tu es fais le là, culte de Dionysos, papa Dionysos, c'est leur... c'est leur chose. Mais sauf que nous, oui, nous, on a été initiés inconsciemment à cela dans un oui, système déchu. Ça nous fait du oui. mal aujourd'hui. Lorsque tu veux te déconnecter de ça, tu dois retrouver les sauts initiatiques de chez toi. C'est pour ça que nous, on fait Gataki. Le but de Gataki est de purifier les corps éléments pour débrancher toutes les émotions de Bacchus au sein de la structure énergétique du monde. Vous voyez? C'est important Parce de que ce ne sont rappeler pas les ça. mêmes valeurs, c'est des valeurs inversées par la technologie des miroirs, comme je vous l'ai montré aujourd'hui. Matondo à vous, maman Simon. Matondo parle et Matondo, Théophile. papa, Matondo, Prenez avant soin que de tu ne vous. partes, ça veut dire quand même que la semaine prochaine, on espère avoir, en fait, que chez nous, il y a un culte vraiment pour remettre, comme aujourd'hui, on ne peut pas se défaire des miroirs pour pouvoir inverser. Ça va aller, maman Simon, ça va aller. Matondo, Mamingi, allez, à bientôt. Ça va aller. Ne soyez pas Matondo, pressés, mais soyez conscients de ce que. Vraiment, faites vos investigations, allez en profondeur. Papa, je pense que papa Sébastien et maman Karen sont des chercheurs multidimensionnels. Ben, Captromancy, papa, allez voir, vous allez être étonnés qu'il y a des impacts considérables. Comme je suis arrivé en Guadeloupe, il y a des miroirs qu'on a placés dans les coins de rue, il y a des miroirs. Les gens maîtrisent ces sciences-là. Les États les maîtrisent. Par contre, la population l'eau, subit. c'est De ça? l'eau, partout. L'eau? Matondo. Allez, à bientôt. Ouais, ben, Maman Matondo, Simon, à papa. tout à l'heure. À plus tard. Matondo Mamingi. Matondo, papa, Matondo. Ah oui, c'est chaud, hein, papa Sébastien. C'est chaud. Bon, comment on peut l'utiliser dans les deux sens? Ça nous, là, on comprend qu'il y a quand même, il y a une porte de sortie. Euh, oui, oui, oui. Et Oui. aujourd'hui, bon, avec tout ce que papa nous a encore donné aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces sciences qui sont pratiquées aujourd'hui, en fait, qui sont très connues, mais que dans notre, que beaucoup, en fait, qui ne sont pas répandues dans notre milieu, quoi. Pourtant pratiquées dans des milieux occultes. Ben, aujourd'hui, on a été, enfin, pendant de nombreux millénaires depuis cette civilisation iséphétique, on a été mis à l'envers. Donc, il faut être mis à l'endroit. Donc, en copie de l'inverse, en copie miroir de l'inverse. Et effectivement, comme dit notre Ntouma, ben, la pratique réelle de Gataki, Kikoko, Kimbasi, et ben, nous remet à l'endroit. Donc, ce sont les outils qu'on a à notre disposition qu'il faut mettre en place. Et là où effectivement c'est intéressant aussi pour nous les Bakala, c'est le reflet de Gonda sur l'eau. Mm. Et c'est là que les choses prennent leur sens. Ça reprend vraiment un sens. Il y a une petite anecdote, hein, quand papa parle du reflet Vous savez, chez nous, par exemple, ici en Europe, en Allemagne, hein, chaque année, il y a des petits parcs d'attractions qui sont faits dans toutes les saisons. Et il n'y a pas de parc d'attractions ou bien sans les petites femmes qui vont faire les voyances avec les petites boules magiques. Je ne sais pas s'il y a ça en Guadeloupe, mais ici en Allemagne, c'est très courant. Et on essaye de faire comprendre aux enfants que c'est normal de les utiliser ou bien En fait, on initie les enfants déjà très tôt à des sciences sans leur dire, en fait, sans éducation, tu vois un peu. C'est grave. Et je dirais même pour nos petites filles, ben souvent les cadeaux, ben, c'est des fois des boîtes de maquillage. Exactement. Avec un petit miroir. Dès le jeune âge. C'est très jeune. Donc, toute cette connaissance est là pour nous permettre justement de faire attention à nos actions quotidiennes et nos interactions.
Exactement. Pourtant, quand papa il nous a fait ce Kaboul la fois dernière, c'est là où je me suis rendu compte que c'est connu et c'est très utilisé. Et il y a des films, beaucoup de films qui parlent de ce phénomène. Il y a beaucoup de films qui ont été touchés, qui ont été réalisés avec cette science, en fait, où dans le film, on va te parler d'une entité qui va pouvoir prendre contrôle de l'être une fois qu'il est devant le miroir. Je ne sais pas il y a plein de films, hein, il y a de Mirror, il y a plein de films qui parlent de ce phénomène. Je ne sais pas si vous en avez vu. C'est vrai, oui. Oui. C'est vrai. Mais c'est choquant, hein. C'est choquant parce qu'en fait, comme toujours, comme c'est une loi universelle, tout est mis sous nos yeux. Tout est mis sous nos yeux et en fait, notre ignorance nous tue. Ah oui. Elle nous tue, puisqu'en fait, elle nous pénalise. Tout est mis sous les yeux, mais quand tu ne sais pas ce que tu vois, tu ne le perces pas. Il y a dans les commentaires. Oui, maman. Vas-y. C'est aussi un cadeau empoisonné. Quand on reprend effectivement ce que papa a dit, je crois que c'est dans le livre d'Enoch, qu'il y a des êtres très complexes qui ont donné à l'homme la technologie des miroirs. Oui, mais nous avons vu pourquoi ils l'ont donné. C'est ça. Pour inverser les valeurs. Donc, pourquoi cette technologie, effectivement, a été remise? Et donc, c'est tout ça aussi qu'on a besoin de comprendre plus dans les séances à venir pour pouvoir justement remettre à l'endroit les choses. Mais papa, avec ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui, c'est avec cette science depuis qu'ils ont fait chuter la tradition. C'est ce que je relisais dans les notes. C'est incroyable. Oui. Oui. Déjà, la fois dernière, il nous a montré comment le cadeau qui avait été fait au roi. Vous vous rappelez? Oui, exact. Exact. Et le reflet du miroir. Le reflet, quand on l'a transfiguré, on a changé. Ce n'était plus le roi qui était là. Il était déjà habité. Voilà. Imagine une civilisation entière. En fait, c'est ce qui s'est passé. Hein. Là, moi, je suis restée choquée. Ils ont transmuté notre culture et ils nous l'ont ramené. Ils ont ramené l'inverse qui nous a été imposé et qu'aujourd'hui, on a adhéré. C'est ça. C'est un peu le problème. Ça. Puisqu'on te parle, quand tu commences tes études, on te parle de mythologie grecque. On ne te parle que de ça d'ailleurs. Mythologie grecque et romaine. Voilà. Et je sais que c'est quelque chose où j'ai toujours cherché le parallèle, c'est-à-dire, ça m'a toujours dérangé qu'on me parle de mythologie grecque et romaine, mais en fait, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu essaies de trouver les corrélations. Et c'est là où on se rend compte qu'on a les choses en nous, encore une fois, parce que quelque chose en toi te dit, mais attends, donc, si on a l'histoire même présentée en tant que l'Égypte antique, pourquoi on parle de mythologie grecque et romaine et pourquoi on ne parle pas de mythologie égyptienne? Et on entend bien mythologie. Donc, en fait, on est des mythos. Un mytho, c'est quoi un mytho? Quelqu'un qui ment. Un mythe, ça n'a pas existé. On suppose que... Bon, en fait, c'est intéressant hein, de constater que dès le début, il y a comme un décor qui est planté. On te parle de mythologie. Le décor est planté depuis l'enfance, maman. Regarde toutes les bandes dessinées qui sont tournées là-dessus. Oui. Hein? Quel enfant grandit sans connaître Athéna, Hathor et toutes ces mythologies? C'est ça. Persée, comment il s'appelle celui de l'eau là?
Poséidon, enfin, Poséidon et tout autre, oui. Alors, on a une question de Niki Sebafo. Comment faire pour que nos enfants fassent le bac sans y être initiés? Donc, si je traduis, comment pouvoir passer l'examen, on va dire, écrit, donc la porte ouverte vers les études supérieures, sans subir leur saut, le saut de, on va dire, de Bacchus. Donc, et c'est là où effectivement, papa nous parle aussi, Thomas nous parle aussi des boucliers miroirs. Donc, je dirais sans trop m'avancer que le bouclier miroir, c'est peut-être l'idéal justement par rapport à des rites où nos enfants peuvent être sous cette partie. Donc, protégeant nos enfants avec des boucliers miroirs, je dirais, ceux qui vont passer le bac. Papa, justement, papa l'a expliqué tout à l'heure, hein, c'est pour ça que nous prenons des sauts, c'est pour ça que nous apprenons Gataki, la transmutation des corps et tous les boucliers que nous apprenons à l'école. Donc, c'est moi aujourd'hui, avec ce que j'ai appris aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. Il y a peut-être une transmutation, mais le retour est possible et c'est ça que la tradition nous propose. Nous propose donc, tout à l'heure, à la fin, justement, il disait, oui, c'est pour ça qu'on a toutes ces sciences. C'est pour ça qu'on a la science Gataki. Tout à fait. Donc, maman Miki, je sais que toi, tu es en train de faire un Gataki, hein, donc tu auras la possibilité. Déjà, il y a l'Enga avec des soins et les boucliers. Et puis, donc, toi-même, en tant qu'initié, on a la possibilité de transmuter. Ah oui, il y a d'autres questions. Les enfants doivent se faire initier comme l'Enga. Ah oui, hein? Si aujourd'hui nous voulons sauver nos enfants, il faut déjà que nous nous initions et que nous puissions acquérir la connaissance et pouvoir savoir comment pratiquer les boucliers dont papa Sébastien parle et pouvoir transmuter et pour pouvoir se protéger. Bon, il faut être capable de mettre des boucliers, capable de transmuter ses corps, d'avoir accès à l'énergie de maman Kossi. Hein? Aujourd'hui, on a transmuté, on a par effet miroir transmuté l'énergie. En fait, maman, on a changé maman Kossi, mais elle aujourd'hui, elle est encore à notre disposition à l'école. L'école nous donne la possibilité d'avoir accès encore à maman Kossi. Donc, déconnectez-vous de Athéna. Reconnexion à maman Kossi, hein, maman? Tout à fait. Et je dirais, dès le plus jeune âge, hein, au travers des contes initiatiques donc qu'on remet à nos enfants. Donc, utiliser les contes de la tradition. Et effectivement, de par ces contes qui vont leur permettre d'avoir tout un univers imaginaire, donc de magie, qui correspondent à d'autres valeurs. Donc, effectivement, de par cette première porte, l'initiation de nos enfants sera d'autant plus facilitée qu'on ne leur a pas donné à manger des images, je dirais, complètement retournées. Ah oui, c'est bien le cas de le dire. Exactement, papa, exactement. C'est pour ça que c'est important que les parents aient aussi accès à la connaissance et aient accès à certaines techniques pour pouvoir protéger les enfants déjà dès le bas âge. Tout à fait. Pas que le jour du bac, hein, papa Dominique. Parce que dès que l'enfant rentre à l'école, c'est déjà un égrégore en fait dans lequel il est en train d'être formaté depuis tout petit. Et l'erreur en fait qui est souvent faite, c'est que les parents
une fois que l'enfant rentre dans ce rythme scolaire, ils oublient qu'à la base, c'est eux qui élèvent leurs enfants, qui les éduquent, pas l'école. Donc, c'est important de parler de sa journée avec un enfant après l'école, de savoir ce qu'on lui a appris. Et quand tu déposes ton enfant à l'école, en tout cas les écoles publiques, ben, c'est important de lui faire des boucliers le matin. C'est pas en attendant le bac, c'est dès le début. Et le plus tard on peut garder les enfants, le mieux c'est. Même si on parle de quelque chose qui n'est pas toujours évident dans nos vies d'aujourd'hui où on court partout. Mais le plus longtemps les enfants peuvent rester à la maison avant d'entrer à l'école, le mieux c'est. Parce que ça permet à l'enfant de se former, de se fortifier. C'est important. Ah, c'est magnifique, maman Matondo, de faire ce rappel. Je sais que dans certains pays actuellement, c'est pas possible de scolariser les enfants à la maison, mais il y a l'école, à l'école Kimuntu, je connais des mamans en Belgique qui scolarisent des enfants à la maison. Et c'est le bonheur pour ces enfants. Oui. Oui, Enfin, parce qu'ils ne sont pas dans le système. Il y a encore des États qui l'autorisent. Donc, ça dépend de chacun. Comme tu le dis, chaque fois que l'enfant sort et qu'il se retrouve dans une salle de classe, le professeur ou l'enseignant qui est devant l'enfant. Qui est-ce qui est devant l'enfant? C'est une question que je me suis toujours posée. Voilà, l'enfant est livré à cette entité ou bien à cette personne qui est devant. Et si nos enfants, à ce moment-là, n'ont pas de bouclier, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui se passent. Ce sont des éponges. Oui, maman? Ce sont des éponges. Oui. Oui. Et vraiment éduquer les enfants très, très tôt. Très tôt. Très, très tôt. Très, très tôt. Il faut parler aux enfants. C'est important. Matondo, Matondo, nous arrivons au terme de cette émission. Je vais vous demander à papa et à maman de dire quelques mots pour la fin, avec tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, la suite de ce qui a commencé la semaine dernière, avec où nous nous rendons compte que toute la société actuelle est basée sur l'inversement disons, de certaines énergies et que nous sommes plongés là-dedans. Qu'est-ce que ça vous dit quel message est-ce qu'on peut donner aujourd'hui avec cette connaissance? Alors, je dirais que toute cette connaissance, comme on vient de l'aborder, doit être mûrie, parce que pour l'instant, on est qu'au balbutiement de cet apprentissage sur la technologie des miroirs. Et donc, on va voir certainement comment inverser cela, quand même commencer par une pratique aussi. Et l'utilisation, en tout cas la connaissance de cette connaissance pour pouvoir l'appliquer à nos enfants. C'est-à-dire leur permettre d'avoir comme une fenêtre, un accès vers une autre réalité que ce qui leur est présenté le plus souvent dans leur environnement extérieur. Et cette fenêtre, quelque part, à un moment donné, on doit la permettre d'apparaître pour nos enfants, pour qu'eux, ils puissent la franchir et remettre les choses à l'endroit de manière ancrée donc quelque part, c'est aussi un miroir d'une certaine manière pour pouvoir leur permettre d'approprier dans leur réalité des choses qui sont plus remises à l'endroit. C'est un petit peu entrecoupé. Je ne sais pas si j'ai tout compris. Bon, Maman, qu'est-ce que tu dis? Et moi qui allais dire, papa a tout dit, mais papa disait que... Est-ce que tu m'entends déjà? Là, c'est mieux, oui, c'est un petit peu mieux. D'accord. En fait, papa disait quelque chose d'important parce qu'il disait que donner aux enfants l'information très tôt, l'accès en fait, pour remettre les choses à l'endroit, en fait, remettre l'équilibre.
Je résume, mais c'est ça. Tu m'entends? Oui, là, j'ai Donc, on a- compris, donner l'accès aux enfants de pouvoir remettre les choses à l'endroit. Remettre l'équilibre. Oui, remettre l'équilibre. Remettre Oui, l'équilibre. oui, ça doit passer par la connaissance, c'est ça? Absolument. Hmm. Et c'est Oui, là le rôle des parents prend toute sa place, en fait. Il prend tout son sens. Et n'oublions pas qu'avant, on élevait un enfant avec un village. Regardez nos sociétés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes chacun chez soi. J'allais dire Dieu pour la compagnie. C'est une expression qu'on entend. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chez toi avec ton mari, ta femme, tes enfants, et quand tu es chez lui avec monsieur, madame, les enfants, vous imaginez tout le travail qui était fait en communauté avant dans le village et qui permettait cet échange parce qu'il y avait les anciens, on côtoyait en fait les anciens, comment dire, les paroles de sagesse, elles étaient transmises. oui, parce que dans le temps, on disait qu'il fallait Heureusement, un dans les visage. EHPAD. Oui, je crois, si j'étais bien compris, dans le temps, on disait qu'il fallait un village pour éduquer Pour éduquer un enfant. un enfant. Et aujourd'hui, maman, la société actuelle, c'est divisé pour mieux régner, pour mieux gérer, tu vois. Tout à fait. C'est pour ça que le rappel aussi que ces derniers temps, papa nous fait, c'est la communauté. Mettre notre communauté sur pied qui va nous permettre de pouvoir gérer facilement certaines choses. Parce que si les enfants grandissent dans une certaine communauté, ils ont la possibilité d'acquérir plus facilement certaines connaissances. Absolument. Ah, Matondo Mabengi. En Guadeloupe, nous avons une expression, on dit « ou quoi marcher si tête ». Tu marches sur la tête. Ah. Mais en fait, on réalise avec cette émission, enfin, 2 premières émissions sur les miroirs, qu'effectivement, ce n'est pas nous seuls qui marchons sur la tête, hein, c'est toute la société, en fait. Nous sommes le produit, en fait, d'une grosse arnaque, mais à une échelle qu'on n'imaginait même pas. Là, papa m'a choqué aujourd'hui, hein, quand il dit que, effectivement, on sait qu'on a appris notre histoire, l'histoire des Grecs et des Romains qui ont été hébergés en Égypte pendant près de 200 ans, on la connaît. Mais la technologie qu'ils ont ramenée, la manière dont ils ont ramené cette technologie, j'étais loin de me douter que c'était par la captotromancie. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, remettons-nous sur Et que ça ne s'est pas pratiqué une seule fois, maman. Les Grecs l'ont fait et par la suite les Romains. Et c'est ce que les Romains ont fait qui se retrouvent encore chez nous. Non, mais oui. Remettons-nous à l'endroit. C'est ce que papa disait. Matondo Wamingi. Matondo les Olapangi. Vraiment, nous arrivons à la fin de cette émission aujourd'hui. J'espère que vous êtes aussi bouleversés que nous tous, hein, papa, Sébastien, maman et moi. Mais nous nous rendons compte que avec les outils que l'école nous donne, il y a espoir, il y a la possibilité de transmuter et de se reconnecter à l'originel, pas à l'image, de se déconnecter de l'image pour se connecter à l'original. De toutes les façons, la 3e partie, c'est la semaine prochaine. Et là, nous sommes vraiment, nous attendons ce que papa va nous donner pour, comme solution ou bien comme outil encore en plus. Et là, nous sommes préparés un moment. Tout à fait. On va digérer pendant la semaine, on va réécouter pour capter ce qu'on n'a pas bien entendu parce que je crois qu'on était choqués à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Oui, il faut qu'on réécoute encore. On va tous réécouter. Ah oui, plusieurs fois, hein, parce que l'oreille n'entend pas tout. Hein. L'oreille n'entend pas tout. Il faut plusieurs fois, hein, il faut écouter. Plusieurs écoutes. Matondo, les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Oui.
À la semaine prochaine. Matondo à tous ceux qui ont suivi Matondo, et tous ceux qui vont Matondo. suivre en différé. Zola, Lempangi, à la semaine prochaine. Matondo à notre tour, moi. Matondo. Matondo. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.